Du sable et de gros vers de terre. On ne va pas vous parler du bassin d'Arcachon. C'est Allociné l'émission, et une émission un petit peu particulière aujourd'hui, puisque nous allons faire le débrief total de Dune de Denis Villeneuve, l'événement cinématographique et science-fiction du moment. Et pour aborder ce sujet, on a la chance d'avoir un spécialiste en la personne de Lloyd Cherry, excuse-moi. Lloyd, donc tu es journaliste au Point, tu es aussi l'auteur du MOOC sur Dune et du livre Tout sur Dune qui juste là. Et voilà. Instant promo. Et tu es aussi le créateur et l'animateur du podcast C'est plus que de la SF. Tout à fait, bonjour à vous et merci pour l'invitation. Bah écoute, c'est un plaisir. Évidemment, pour ceux et celles qui nous suivent régulièrement, vous voyez qu'on est sur un nouveau plateau et ça fait toujours très plaisir. Pour nous accompagner dans cette émission aujourd'hui, Monsieur Yoann Sardé, rédacteur en chef de Allociné. Bonjour. On n'a pas. Faut Alors vous avez pas applaudir Lloyd, représenter Lloyd. Qu'est-ce que c'est que cette ambiance de merde? Et on refera le montage. Il est trop impressionnant, on le connaît, Lloyd. Et- Choisis tes applauses, toi. hein. Et elle nous l'a vanté avant qu'il sorte. Elle l'a vu 45 fois Au moins, au moins. au moins. Mégane a été conquise par Dune et va nous en parler aussi aujourd'hui. Ça va? Bonjour, bonjour. Voilà. Évidemment, ce sera aussi le journal des sorties. Des sorties. Est-ce que c'est des grosses sorties cette semaine? Ouais, grosse sortie. Ouais, pas mal. Ouais, belle semaine. Ok, on reviendra là-dessus en fin d'émission. Et vous le savez, Allociné l'émission ne serait pas la même émission si nous n'avions pas Monsieur Norman Gélus avec nous. Bonjour, chat après-midi. Oh, un plaisir, un plaisir. Ouais, j'ai vu Dune hier, deuxième rang. Ouais. Deuxième rang, ça plein la gueule. Franchement, j'ai eu le truc ici et. Encore un peu Ouais, de c'est bien. sable. C'est Ouais. c'est bien, j'ai hâte d'en parler. J'espère Encore un que peu de t'as sable dans aimé, les ouais. yeux. J'ai aimé. Alors, Et menace. c'est génial. C'est le mec qui n'ose pas dire. Donc, content d'être là avec. Et puis, attention, c'est un ami. On se connaît en tout à fait. dehors, À la vraie vie. dans la Tout à vraie vie. fait. T'inquiète. Avec toi aussi, Nanix? Pareil, je connais bien Lloyd en dehors, donc j'étais très content de voir ce qu'il a fait sur Dune. J'ai hâte d'en débattre avec lui. Je sais pas si on sera d'accord, mais Oh là là. Effectivement, pour Attention. clore pas ce d'applause. parterre de chroniqueurs, Ça va. pour clore ce parterre de chroniqueurs et de chroniqueuses, Nanix, dont vous l'avez vu, Oui. est aussi avec nous. Et toi? Et toi Et, ben oui, moi Bravo. je suis là depuis le début. J'ai dit bonjour au début en fait. Bonjour, bienvenue dans On Allociné t'applaudit l'émission. jamais. On t'applaudit jamais. Non mais c'est vrai. Ça me hante. Ça me hante. Programme très chargé aujourd'hui, je vous propose d'enchaîner directement avec les news, ça tourne. N'hésitez pas, hein, toutes et tous, à réagir aux news que Yoann nous a préparées. La première des infos à ne pas manquer, c'était évidemment le palmarès des Emmy Awards, Yoann. J'ai l'impression d'être Maïté qui nous a préparé. Alors oui, Alors, avec les au programme ce midi. très mauvaise imitation. Les Emmy Awards, bien, bien. donc les Oscars des séries, c'était remis ce dimanche soir avec la victoire de The Crown et Netflix. The Crown qui a tout raflé, meilleure série. Comme vous le savez, dans les séries, c'est des... Crown. Ça va mon accent, The Crown. Est-ce qu'en une phrase, tu peux nous dire c'est quoi The Crown? L'histoire de la couronne d'Angleterre et notamment de Élisabeth II. Très bien. C'est-à-dire la vie et l'œuvre d'Élisabeth II, de sa jeunesse et de son couronnement jusqu'à aujourd'hui, puisqu'elle est toujours en vie. Ça, c'est The Crown. Ça, c'est The Crown. Et donc, vous le savez, aux Emmy Awards, c'est séparé entre séries dramatiques et séries comiques. Donc, du côté des séries dramatiques, c'est The Crown qui a tout remporté. Meilleure série, meilleure actrice, meilleur acteur, meilleur second rôle, masculin et féminin, meilleure réalisation, meilleur scénario. Donc, ils ont laissé... Oui, c'est le grand chelem là. Voilà, c'est le grand chelem. Et c'est surtout la première victoire de Netflix qui avait chaque fois été récompensée soit par des comédiens, soit par d'autres biais. Mais en tout cas, l'espèce d'Oscar du meilleur film, l'équivalent dans les séries, c'est l'Emmy de la meilleure série dramatique. C'est la première fois que Netflix s'en empare. Donc c'est un vrai tournant dans l'histoire des séries. Alors, tu parlais des comédiens, mais il y a aussi les comédies. Tout à fait. C'était pas mal ça. Bonne transition. Ouais. Les comédies avec mon petit chouchou dont je vous ai parlé la semaine dernière, Ted Lasso, mon coup de cœur. Voilà. Que tu te sois Je suis ultra fan de Ted Lasso. Je On avait suis dit que t'en à avais jour. parlé. Je me jette sur chaque nouvel épisode, chaque nouveau épisode qui sort. Et Excuse-moi, donc là, je suis obligé. C'est quoi, En Ted une phrase, Lasso c'est quoi Ted Lasso? Ted Lasso, c'est donc l'histoire de Jason Sudeikis qu'on voit au milieu avec sa moustache, qui est un entraîneur de football américain qui débarque en Angleterre pour entraîner une équipe de soccer, donc de foot, qui n'y connaît strictement rien, mais qui amène sa bonne humeur et ses conseils de vie. Et autour de lui gravite toute cette joyeuse équipe et plein de... C'est même pas de second rôle, en fait, c'est une espèce de famille dysfonctionnelle. C'est super sympa. Et foi en l'humanité. exactement. Et au-delà donc de la série meilleure série comique et de Jason Sudeikis, ont été récompensés ces deux compères, et notamment mon préféré, Roy Kent. Mais oui, On est très fan il de est Roy génial. Kent. J'oublie toujours discours était trop cool. le vrai nom du comédien, mais pour moi c'est Roy Kent, ça restera Roy Kent toute sa vie, qui est une sorte de Jason Statham du foot, un peu on pourrait dire. Donc voilà, dur à l'extérieur, doux à l'intérieur, une voix rauque, il dit tout le temps fuck off, ou je sais plus. Enfin voilà,
très, très très drôle. Voilà, donc ça c'était du côté comédie. Donc en gros, s'il faut retenir, il y avait 2 séries. The Crown et Ted Lasso. Très bien. Et du coup, on a aussi les mini-séries. Et mini-série, là, Re-Netflix, enfin ça s'est séparé entre deux, mais notamment Re-Netflix avec Le Jeu de la Dame. Meilleure mini-série et meilleure réalisation. On l'attendait peut-être du côté de meilleure actrice. Ah. Mais meilleure actrice, Anya Taylor-Joy a perdu au profit de Kate Winslet, qui elle a tout raflé pour Mayor of Easttown, que vous pouvez voir sur OCS. Donc voilà, deux grandes mini-séries aussi qui ont été récompensées, même si on a l'impression que Le Jeu de la Dame, ça remonte presque à une époque Ouais, ça commence à dater lointaine. maintenant. C'est un peu bizarre que la récompense vienne que maintenant. Mais... Il en même temps qu'une petite polémique aussi autour de... Tout à fait. Au final, ce qui ressort au-delà de ces quelques grands vainqueurs, c'est que la diversité qui était pourtant très présente dans les nominations, en fait, est totalement absente du palmarès. Donc on sait qu'il y avait eu des problèmes aux Golden Globes, aux Oscars avec le hashtag Oscar So White. Et là, en fait, il n'y a aucune personne de couleur qui n'a été récompensée, à part Michaela Coel pour la formidable série I May Destroy You, qui a été récompensée pour son scénario. Mais à part ça, voilà, c'est un palmarès très blanc. Donc évidemment, ça gâche un peu la fête. Une phrase sur cette série pour resituer, s'il te plaît. Alors, I May Destroy You, on pourrait dire que c'est une série extrêmement puissante et violente et cathartique, puisqu'en fait, elle raconte à la fois l'agression sexuelle qu'elle a vécue et tout le processus qu'elle a traversé pour à la fois se remémorer, accepter et surmonter cette épreuve. Effectivement. C'est une série en 12 épisodes assez cash, on va dire. I May Destroy You. Donc, par contre, je voulais revenir un petit peu au Jeu de la Dame. Et avec ce triomphe, tout ça, malgré le procès peut-être de la championne d'échecs russe. Bon, voilà. Procès complètement. Est-ce que saison 2 ou pas? Eh bien, Non, pas saison 2. voilà, tout le monde l'attendait. Et en fait, ils ont profité des Golden Globes pour dire ben non, parce qu'en fait, l'histoire, elle est racontée, elle est finie, il n'y a rien de plus à raconter. Et voilà, il a dit sur scène qu'ils ont raconté l'histoire et surtout, ils auraient peur de gâcher ce qu'ils ont déjà fait. Bah, c'est bien ça. Donc c'est bien. Voilà. Et par contre, le syndrome de la Casa de Papel, par exemple. Exactement. Et donc, ils ont annoncé que par contre, ils avaient envie de se retrouver avec la même équipe créative et notamment Anya Taylor-Joy, qui est donc en discussion avec toute l'équipe créative de cette série pour faire autre chose et raconter d'autres histoires. Incroyable. La dame du Monopoly. Ouais, c'est ça. Et après la dame du Uno. Enfin, ils ont une saga. Les chevaux, le chemin, c'est incroyable. Du côté de la Fox, par contre, il y a moins de prise de risque. Tout à fait. Oui, non, mais t'as raison. Il lit les enchaînements. Il est trop fort parce que le monsieur a dit sur scène, et ça c'est quand même important de signaler, la chose la plus rare de nos jours qu'a fait Netflix, oser un pari risqué et faire confiance aux créateurs, ce qui amène le succès du Jeu de la Dame. C'était important de le dire. Ce qui a amené ces transitions, la Fox ne prend pas de risque. Et pari réussi. Voilà, parce que la Fox ne prend pas de risque parce qu'ils sont en train de réfléchir à faire revenir 24 heures chrono. Oh, Ils l'ont pas déjà fait Mais si. C'est une erreur. Je mouille. Je m'insurge, je le dis haut et fort ici, vous pouvez clipper, vous pourrez m'insulter sur le replay YouTube, il n'y a pas de problème de l'émission, c'est une erreur. De relancer 24, c'est une erreur. Ah oui. Voilà. On a vu tout ce qu'il fallait voir et sur la fin, ça s'essoufflait quand même pas mal. Donc en vrai, non, il faut laisser Jacques Bauer, sa famille, son entourage, son héritage, l'organigramme, tout ce qu'on veut, sa dynastie tranquille, quoi. Voilà. Tout est dit. Il a tout dit. Ils ont juste dit que ça allait être sous une autre forme. Ouais, mais faut Oui, non, mais c'est toujours. chanson avec Axel. Non, pardon. Mais sachant qu'il y avait eu donc un spin-off qui avait été coupé au bout de 12 épisodes, je crois. Donc en fait, l'idée, c'est de faire revenir Jack Bauer et pas juste de prendre la franchise 24 et d'en faire autre chose. Et donc, n'est-il pas trop vieux pour ces conneries? Mais c'est surtout qu'il a tellement vécu de choses. Le mec, il a été terroriste, contre-terroriste. Enfin, c'est comme John McClane. Au bout d'un moment, tu te dis, tu peux pas passer une journée de merde à ce point-là. C'est pas possible. On peut pas juste accepter de se dire c'était bien et on fait autre chose, parce qu'on a les moyens créatifs de faire autre chose plutôt que bref. La paresse. Bon, dans tout ce que tu as comme news série, t'as pas un projet d'espionnage made in France? Ça va vous intéresser, le Bureau des légendes. Hey. On aime le Bureau des légendes. Eh bien, Éric Rochant travaille sur une nouvelle série d'espionnage, adaptée du roman de Norman Mailer, Harlot's Ghost, qui signifie le fantôme. Non, Harlow et son fantôme, pardon. Et donc, c'est une chronique fictive qui plonge dans les arcanes de la CIA sur des secrets de famille et des secrets d'État, et qui mêle la réalité et la fiction avec des personnages historiques, Nixon, Castro et plein d'autres gens. Le tout par le monsieur qui a fait le Bureau des légendes. Ça peut être pas mal. Ça sent bon. On termine par une bonne et une mauvaise nouvelle pour Prime Video. Je commence par la mauvaise. Exactement. Phoebe Waller-Bridge. Ah ouais, je suis dégoûtée. Et voilà. Qu'est-ce qui se passe? C'est tout. Alors, donc maintenant, la bonne. Non, alors, elle devait jouer avec Donald Glover. Ouais. Donc, c'est un peu les deux personnes au top de la hype. Attends. Toujours. Qui est Phoebe pardon. Reprenons. Qui est Phoebe Waller-Bridge? Créatrice géniale de Fleabag. Ok. Voilà, notamment. Et qui est Donald Glover? Créateur génial d'Atlanta. Et ouais. Et aussi, rappeur, Childish voilà. Gambino, Ok. Ah, mais c'est pour. Ils devaient être réunis dans Mr. and Mrs. Smith, la série. Pour un-
Mr. et Mrs. Smith, la série, on se dit, on s'en fout. Mais avec ces deux-là, on se dit pourquoi pas. Ah, C'est hallucinant. Attends, on va la refaire. On a un petit problème de micro. On va reprendre. Peut-être, Mégane, tu peux nous parler pourquoi c'était aussi important, et notamment ces deux acteurs, tu les connais bien. Non, mais attends, je le fais. Non, mais je sais pas ce que Yoann voulait dire. si, tu peux nous parler de Phoebe Waller-Bridge Pas dans la tête de Yoann. à travers Bah oui, la non, série mais Fleabag. Phoebe Waller-Bridge, oui, c'est une créatrice de génie. En fait, elle a commencé en tant que stand-upeuse et elle a fait des spectacles, voilà, des représentations. Et en fait, elle s'est fait connaître grâce à Fleabag notamment. Et grâce à d'autres séries britanniques. Et en fait, elle a vraiment explosé avec Fleabag, 2 saisons sur Amazon Prime. Et c'est incroyable, c'est un génie. Et elle a aussi mis en place la série Killing Eve, avec Sandra Oh notamment, qui est dispo sur Canal. Grosse série. Voilà, donc elle est, C'est elle, ça aussi. c'est Ah, c'est vraiment elle. elle fait partie des nouveaux talents des séries et elle a aussi filé un petit coup de main sur le scénario du dernier James Bond, notamment. J'allais y venir. Ça, c'est beau. Léger. Et elle sera aussi dans le prochain Indiana Jones. Et je crois qu'elle a aussi réécrit des personnages qui étaient peut-être un petit peu trop caricaturaux. Exactement. Elle a du Donc talent. voilà, c'est Elle a du vraiment, talent. elle offre un vent de fraîcheur vraiment Du talent. dans les qualités scénaristiques à Hollywood et dans les séries, quoi. Alors que Incroyable, Yoann, incroyable. nous, C'est un test en fait, il n'y avait pas du tout de micro. ouais. et donc, On te teste, Mégane. Ici, Oui. c'est un test permanent. Très bien. si ce Mr. and Mrs. Smith sur le papier, bon, Voilà, avec ce duo, on dit oui. et pourquoi pas? Voilà, et sauf qu'en fait, elle vient de partir. Elle a claqué la porte. Divergence créative avec Donald Glover. Ah oui. Le mariage ne s'est pas fait. Dommage. Ça craint. Sachant qu'ils s'appelle s'étaient les fait, vous souvenez-vous qu'ils avaient joué ensemble Dans Star Wars. en solo? C'était Ouais. le droïde à côté de Lando. Il avait un droïde Oui, Elle joue un un petit droïde. peu à la fois féministe et... Moi, j'ai oublié ce film. Enfin, Oui, c'est vrai. Bon, bah, voilà. Il y avait un droïde qui s'appelait L337. Ah ouais Voilà. Il y a eu Qui un était film solo. droïde. Oui, tout à fait. Oh, tout Oui, à fait. oui. Il Et existe. il y avait un droïde révolutionnaire un peu qui voulait changer la condition des droïdes et la condition des droïdes féminines. Et donc, elle était jouée à la fois vocalement et en performance capture par Phoebe Waller-Bridge. Ouais, je savais Donc, ils ont déjà partagé l'affiche, mais on pensait que ça s'était bien passé. Visiblement, pas top. pas tant que ça. Dans mes souvenirs, je crois qu'il n'y a que Donald Glover qui sauve ce film. Hein, je Tout à fait. crois. Oh non. Et le droïde était bien. Ouais. Petite news musicale pour terminer. Mais oui, parce que ça, c'est la bonne nouvelle. Eh oui. Et oui, Le Seigneur des Anneaux, la série, Mhm. Howard Shore revient. Oh, Ward, ça y est. Oui, oui. Et ça, on est content. Meilleur. Voilà. Howard est Shore qui avait Oui. composé donc la trilogie de Peter Jackson, Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit. Tout à fait. Donc, mais il revient, c'est officiel ou on a juste Il ouvert est la en porte négociation, mais il y Voilà. a des chances que ça se signe. Donc, ce qui, du coup, ferait quand même un lien entre les deux séries, un lien musical. Et on rappelle qu'il a quand même remporté 3 Oscars pour cette trilogie. Des Oscars pour... Ah, parce qu'il y a un piège. Pour quel film il a remporté des Oscars? Bah forcément, du coup, Le Retour du Roi, puisqu'il les a tous eus. Ouais. Du Piège. coup, il doit y avoir aussi May It Be de Enya pour le premier, La Communauté de l'Anneau. Les deux tours. La communauté de l'anneau, ouais. Et non, les deux tours, il n'a pas eu. Sérieux Il n'a pas eu sur les deux Il a tours. pas eu sur les deux La communauté de tours. l'anneau. Et du coup, ça doit être sur un des 3 Hobbits, mais alors lequel? Le Hobbit. Hobbit 1. Il en a eu 2 pour Le Retour du Roi. Hobbit Walking Hobbit. Ah, c'est deux Meilleure chanson et meilleure musique. Annie Lennox Non et musique. Ah, J'ai aussi. Ah, je t'ai piégé. pas mal. J'ai réussi à le piéger sur Le Seigneur des Anneaux. 15 sur 20 quand même. C'est pas mal. c'est Ouais, pas ok. mal. Je crois qu'il en a 3, putain, je savais pas. Là, on parle beaucoup de Denis Villeneuve en ce moment, mais Oh que oui. il y en a un autre réalisateur de talent Meilleur. qui refait parler de lui, le nouveau projet de Christopher Nolan. Tout à fait. On sait de quoi parlera le monsieur. Il parlera pas de. On remonte le temps. Il ne parlera pas de rêve ni de Batman. Il parlera d'histoire et de Oppenheimer, donc le monsieur qui a inventé la bombe atomique, qui a contribué à la création de la bombe atomique et qui Ouais. a servi, on le rappelle, à Hiroshima et Nagasaki. Donc ça peut être hyper intéressant, traité par Christopher Nolan. Donc c'est le projet dont tout le monde parle depuis J'achète. une semaine. Est-ce qu'on a des artistes associés, des acteurs, des actrices, ou c'est encore trop tôt? J'ai cru comprendre qu'il y avait Cillian Murphy qui avait des chances d'apparaître dedans. Ah oui. Et pour l'instant, c'est tout. Mais après, Des acteurs fétiches. voilà, mais il travaille de toute façon toujours un petit peu avec Un la peu même avec les équipe mêmes. créative, donc il y a des chances de retrouver un peu les gens qui ont donné la patte à Dunkerque et à d'autres films comme ça. Du gros changement en l'occurrence pour Nolan qui est situé aussi du côté production. Exactement, puisque les films de Christopher Nolan, on avait l'habitude de les voir commencer par évidemment sa boîte de prod qui s'appelle Syncopy, et avant ça par le logo Warner. Et en fait, il n'y aura plus le logo Warner puisqu'il a claqué la porte de chez Warner. En tout cas, ça c'est pas l'histoire d'amour, c'est moyennement bien fini, puisque déjà il y avait le film Tenet a moins bien marché que prévu. C'était le film qui était censé sauver le cinéma, rappelez-vous. Nolan a insisté pour le sortir en salle et au final, ils en sortent avec une ardoise de perte d'au moins 50 millions de dollars. Donc Warner n'est pas forcément très content de l'opération. Et par ailleurs, on se souvient qu'au moment où Warner avait évoqué sa stratégie de sortir les films en simultané en salle et sur HBO Max aux États-Unis, Nolan avait eu cette phrase: certains des plus grands cinéastes et des plus importantes stars de cette industrie se sont endormis la veille en pensant qu'ils travaillaient pour le plus grand studio de cinéma. Ils se sont réveillés le lendemain en découvrant qu'ils travaillaient pour le pire service de streaming. Ce
qui du coup fait un petit peu, voilà. Après, en réunion, ça se passe moins bien. Ouais, Souvent quand ça part comme ça. Donc il a rejoint Universal, le monsieur. Donc désormais, vous verrez le logo Universal devant les films de Christopher Nolan, en tout cas au moins devant le prochain. J'ai vu passer un tweet de Shyamalan qui l'accueillait à bras ouverts en disant très heureux d'accueillir ce grand cinéaste dans la famille Universal. Et parmi les choses qu'aurait obtenu Nolan, il y a déjà un budget assez costaud de 100 millions de dollars, parce que faire un film sur Oppenheimer pour 100 millions de dollars, il n'y a pas beaucoup de studios qui signent. Donc en tout cas, Universal est prêt à lui faire ce chèque. Visiblement, la garantie que le film soit en salle entre 90 et 120 jours après sa sortie, et de ne pas le sortir tout de suite sur des plateformes de streaming ou en VOD premium. Le Final Cut, évidemment, comme toujours avec Nolan, et il se murmure qu'il aurait réussi à négocier le fait qu'aucun film de Universal ne sorte 3 semaines avant et 3 semaines après son film. Donc en fait, que les forces marketing de Universal soient concentrées sur son film. Putain, il s'est bien égo. Hein. Ouais. C'est une bonne négo. Voilà. Ça, c'est fort, ça. Hein. Mec, En gros, je crée l'événement, C'est c'est ça. moi ou rien, quoi. Voilà. Exactement. C'est fort. Il y a quelques minutes, on parlait du Hobbit. Du coup, j'ai envie de te poser la question. Il paraît que tu as des infos sur le nouveau Guillermo del Toro. Tout à fait, les images sont tombées la semaine dernière, donc on va pouvoir les voir pendant qu'on discute. Le film s'appelle Nightmare Alley, c'est un film qu'il porte depuis pas mal de temps, qui est moins fantastique que ses précédentes œuvres. On se souvient que son dernier film en date, c'est La Forme de l'eau, qui avait remporté plein de prix partout, dont l'Oscar du meilleur film. Et là, on va plutôt lorgner du côté du film noir, donc c'est un truc qui veut faire depuis longtemps. Je crois qu'à un moment, il y avait DiCaprio qui était attaché au film. Il y a eu une genèse et une gestation assez compliquée, et un joli casting où il y a notamment Bradley Cooper, Willem Dafoe, Richard Jenkins, Toni Collette, Cate Blanchett, Rooney Mara. Donc on a vu plus dégueulasse comme casting. Voilà, et ça parlera d'un jeune forain ambitieux qui est capable de manipuler les gens grâce à son talent pour les mots, un petit peu comme moi. Voilà. On n'est pas trop d'accord à côté. Ah, ça s'automousse en pleine émission. Il a raison. C'est de la télé. J'ai peut-être inspiré Guillermo del Toro, on ne sait pas. On ne sait pas. Ah, il a Il y en a qui à votre droite, monsieur. Mais Et ça sortira le 19 janvier. Excellent. 19 janvier. Ah oui, à ça arrive assez vite quand même. Mon anniversaire. On termine avec Un homme et son chien, mais pas celui de Belmondo, puisqu'on va parler de Pas science-fiction. Francis. Tout à fait. Je vais profiter qu'il y ait Lloyd, puisque Apple a dévoilé hier la bande-annonce de son nouveau film, qui sort donc le 5 novembre, donc assez bientôt, qui s'appelait initialement BIOS, B-I-O-S, qui maintenant s'appelle Finch. Je ne sais pas pourquoi ils ont changé. Et dans lequel il y a Tom Hanks. Donc Tom Hanks est à nouveau seul au monde, puisqu'il est dans un monde post-apocalyptique, tout seul avec son chien. Et comme il voit la fin de sa vie arriver, il fabrique un robot pour lui enseigner c'est quoi être humain, c'est quoi s'occuper de l'autre et d'un animal, et pour que en fait, son robot prenne en charge son chien quand il sera mort. Et du coup, ils vont se retrouver coincés. Donc c'est un périple entre trois, entre un robot, un chien et un homme, alors que le monde s'éteint. C'est la deuxième fois qu'il travaille avec Apple, hein, je crois, Tom Hanks. Oui, Il avait déjà fait un film ensemble. Greyhound, qui était super sympa. Qui était très bien, ouais. Qui était très bien. Donc c'est typiquement un film qu'on aurait bien aimé voir en salle quand même. Bien sûr. Voilà, mais ça peut être intéressant. Et c'est à signaler que c'est signé Miguel Sapochnik. Ah, on aime bien lui. On aime bien, Game puisqu'il of a fait les Game plus of grands Thrones, épisodes de ouais. Game of Thrones, notamment La Bataille des Bâtards ou La Longue Nuit. Ok. Donc un monsieur qui sait tenir sa caméra. Quoi. Est-ce qu'on sait si c'est un scénario original ou si c'est une adaptation? Je crois que c'est un scénar original, si je ne me trompe pas. Ok. Voilà. Ok, non, c'est toujours important, surtout sur de la SF. Ok. Et on dirait Seul au monde mélangé avec l'homme bicentenaire, un peu comme ça. J'aime Ouais. beaucoup l'homme bicentenaire, je Ah, la sais que ref. beaucoup de gens C'est détestent. beau. J'adore l'homme Ouais. bicentenaire. Ouais. Donc moi, c'est un film qui me tente. Il y a aussi un petit peu Je suis une légende. Et aussi un peu. Et le livre. Matheson, Ouais, pas le Ouais, film. plutôt- hein. Richard Matheson, ouais. Plutôt la nouvelle, effectivement, que l'adaptation avec Will Smith. Ok, donc écoute, c'est pas mal de news, effectivement, cette semaine. Je vous propose d'enchaîner directement avec le coup de projo. On est parfait, pas ma voix, on est parfait sur le timing et du coup, Johan, je vais te laisser la parole puisque ton coup de projo du jour, tu vas le faire avec un invité à distance. Tout à fait. Tout à fait. Falafel, Tout à fait. Voilà. Avec Arnaud Klein. Est-ce que Arnaud est connecté avec nous? Monsieur Est-ce Kay. que Arnaud nous entend? Il est Arnaud là. nous voit. Salut Arnaud. Bonjour Arnaud. On applaudit. On Ouais, applaudit bravo. Arnaud. Bravo. On a le champion du monde. Belle perte. Il a cassé. Il a Ça, c'est la France qui gagne, la France qu'on aime. Voilà. Voilà. Emmanuel Macron, il aurait eu des mots sympas pour toi au lieu de tacler les sportifs. Avant de te laisser la parole, effectivement, je voulais te féliciter Arnaud pour ce record du monde, cette entrée au Guinness Book. Écoute, Johan, je te laisse nous présenter
Mais qu'est-ce qu'a fait Arnaud Qui est ce monsieur? Alors normalement, vous avez vu son visage à peu près voilà, partout sur vos timelines, sur quotidien. Voilà, Arnaud Klein, qui a donc décidé ce défi un petit peu fou en début d'été, de battre le record du nombre de séances pour un même film par une seule personne. Et en l'occurrence, il avait porté son choix sur Kaamelott. Et donc, il a vu Kaamelott 203 fois, si je ne me trompe pas. J'ai vu la 204e. Il s'est fait une 204. Hier. Pour le kiff. Parce que j'ai entendu quand il a vu le film avec Astier, apparemment ça comptait pas. Oui, c'est ça, avec C'est ça. Alexandre Astier, ça ne C'est comptait pas. Mais exactement il va nous raconter tout Ouais. ça. Alors, non, la première question qu'on a, parce que donc le record n'est pas totalement encore officialisé par le Guinness, enfin, j'imagine qu'il y a plein de paperasses et de choses et de preuves à apporter. Ah oui, Il y a sacré quelques dossier. preuves, ouais, c'est- ouais. Oh là là. Voilà, ça c'est les preuves. Et- Ah ouais. Et on a vu passer la photo de ta dernière séance samedi avec plein de gens qui t'ont rejoint justement. Au début, tu as fait ce marathon un peu tout seul. Et puis comme Forrest Gump qui à la fin attire plein de gens quand il fait sa course, et ben là, il y avait plein de gens C'est qui t'ont rejoint. Non mais c'est vrai, il y avait ce même pour la effet-là. Quel souvenir tu gardes de cette soirée de samedi? À la fois impressionnante et une très grande joie, déjà parce que je suis arrivé au bout, parce que je ramène ce record en France sur un film français, que je fais un honneur au film de Alexandre Astier, et en même temps, la grande bienveillance de tous les gens qui m'ont supporté, ça est vraiment venu de partout, c'est venu de Suisse, de Corse, de Cahors, de Belgique, de Nantes, vraiment de partout, ils sont tous venus à Reims pour partager cette joie. Ouais, on a vu que ça a créé vraiment un élan national, sachant qu'au début, tu étais quand même tout seul dans cette galère. Est-ce qu'il y a des moments... Enfin, déjà, est-ce que tu te souviens de ta première séance? Et est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit, connerie, pourquoi j'ai fait ça et je vais tout arrêter? Alors oui et oui. La première séance, c'était avec madame. Ça faisait 10 ans qu'on attendait ça parce que 10 ans d'attente sur Kaamelott, c'était un petit peu long. Et ensuite, oui, il y a eu des moments où j'avais pas envie d'abandonner, mais je me suis dit, ça va être lourd quand même. Dans les séances numéro un peu ingrates, genre la 40-60 ou la 140-170, il n'y a pas grand-chose à fêter dans ces tranches-là. Et ouais, là, c'était un petit peu plus dur. Mais j'avais du soutien des abonnés, de ma famille et surtout de ma femme. Et soutien d'Alexandre Astier. Alors, tout à l'heure, Genius le disait, vous avez fait une séance ensemble la semaine dernière que tu as gardée secrète jusqu'au dernier moment pour que vous... Alors, comment ça se vit de voir Kaamelott à côté d'Alexandre Astier? Enfin, est-ce qu'on parle pendant le film? Comment ça se passe? Alors, pas du tout, on s'est pas échangé un seul mot pendant la séance. Parce que je l'ai senti hyper concentré et j'avais l'impression qu'il se replongeait dans sa propre œuvre pour justement en reprendre tous les détails qu'il lui-même avait mis dedans pour la suite. Mais on a eu le temps de largement parler avant, largement parler après. D'accord. Et en tout cas, lui, voilà, j'imagine de ce que vous avez dit avant, après, puis vous étiez rencontrés sur le plateau de Quotidien. Voilà, quel regard il porte sur ce record? Qu'est-ce qu'il a pu te dire de sympathique? Alors, en fait, on n'a pas non plus beaucoup échangé. En fait, ce qui l'a plus peiné, c'est toute cette malveillance qu'il pouvait aussi avoir autour du record que les gens ne comprenaient pas forcément. Alors que moi, de base, c'était juste une petite blague, quoi. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, quoi. Les Kaamelott, Perceval va battre les Avengers, quoi. Moi, je trouvais ça hyper drôle. Et ouais, on a parlé de ça. Mais sinon, ouais, il trouve ça drôle. Il trouve ça drôle. Je pense qu'il a compris la blague. Et alors, dans pas mal d'interviews que tu as données sur la fin du record, tu parlais de l'impact physique que ça a eu, c'est-à-dire tu as perdu 13 kilos, je crois qu'il y a des moments où ton cerveau ne comprenait plus quand il faisait jour, quand il faisait nuit, il y a des choses comme ça. Et est-ce que, de la même manière que ça peut arriver quand on écoute une musique trop longtemps, on l'a tout le temps dans la tête, est-ce qu'il y a eu un moment où, je sais pas, depuis 2 mois, même quand tu dors, tu as les dialogues de Kaamelott dans la tête? Enfin, est-ce que c'est un truc qui te hante, entre guillemets? Alors, ça ne me hante pas parce que j'ai réussi à trouver vraiment la très très bonne organisation. La méditation a vraiment aidé à vraiment chaque journée évacuer le film pour pouvoir reprendre une nouvelle journée. Donc, je n'en rêve pas, ça ne me reste pas en tête. Il n'y a pas des phrases qui arrivent dans mes conversations comme ça du film. Mais j'ai encore du mal à savoir quel jour on est. Ouais, d'accord. Ouais, ok. Waouh. Ah, t'imagines? Et Ça Mais ça va ressemble à quoi? revenir. C'est combien de semaines, combien de jours? eh ben, c'était Attends, mais ça fait combien d'heures? 4 séances Ouais. par jour pendant Ouais. 9 semaines, c'est ça? Putain, avant 3 mois. Alors, Parce que le film le dure plus quoi, dur, c'était 2 quand heures je et faisais demie 4 séances par jour. J'ai fait 4 séances sur 41 jours consécutifs. Donc, il n'y avait pas de samedi, il n'y avait pas de dimanche, c'était vraiment enchaîné. Putain, c'est Orange Mécanique. On a Titouan le gros chat, oui, c'est un pseudo fort affectif, affectueux, qui nous demande sur le chat, est-ce que tu as regardé d'autres films pendant cette période ou est-ce que tu t'es juste contenté, entre guillemets, de ce record?
Alors, quand je rentrais chez moi, je regardais toujours un film mais que j'avais déjà vu. Je pouvais pas en découvrir un nouveau, je pouvais pas... comment dire, mon cerveau pouvait pas accepter une nouvelle œuvre. Donc je regardais que des films que je connaissais déjà. Et le premier que j'ai regardé, je sais pas pourquoi, c'était Gremlins. Ok, Ce qui est un bon choix. Bon choix. c'est un bon choix. Et moi, j'ai une dernière question de par mes attributions micheliennes au sein d'Allociné. Je vais bientôt me pencher sur le faux raccord Camelot. Y a-t-il des faux raccords dans Camelot le film? J'en ai vu 4. Tu en as vu 4. Ah bah, je te contacterai J'en ai pour qu'on vu échange là-dessus. Pas de Pas problème. honte. Si, Tu fais le boulot là. ouais, je fais Ton travailler, taf, je fais travailler normalement. Arnaud. Je fais travailler Arnaud. Demande de rémunération, Arnaud. Demande C'est votre de rémunération. monsieur. Est-ce que tu peux faire ça sur tous les autres films? En tout cas, encore une fois, bravo. Ouais, bravo. Est-ce que tu sais quand le record va être homologué? Ça prend combien de temps à peu près? Alors, vu que beaucoup d'abonnés ont participé à la cagnotte pour l'accélération du Guinness, ça prendra pas 20 semaines, ça prendra 5 jours. Je pense que dans 15 jours grand max, je suis au courant. On a la réponse. Et au-delà d'être dans le... Enfin, j'imagine que tu es dans le Guinness, tu reçois une plaque, un truc, et est-ce que tu reçois de l'argent ou je sais pas, une rue à ton nom, un truc Alors, j'ai droit à un beau cadre que je vais payer moi-même, et sinon en argent, rien du tout. Très bien. Moi Ah bah, qui l'ai D'accord. Est-ce que tu seras dans la deuxième partie de Camelot? Parce que c'est peut-être ça qui serait sympa, c'est que tu un Oh. petit rôle à l'intérieur Ouais. dans le film. Alors j'ai posé la question, je lui ai dit Franco, écoutez, si vous avez quelque chose à me faire d'affiguration, un petit rôle, une phrase, n'importe quoi, je suis partant où que ce soit. Et il m'a dit, j'ai bien entendu. Ah. Il est bon. Et j'ai une question du chat toujours. Monsieur Fuse qui te demande, finalement, t'en as pensé quoi du film? Moi, je l'ai adoré. Il avait, en même temps, il avait un cahier des charges qui était vraiment pas facile. Il devait accueillir un nouveau public, il devait contenter les fans, il devait le faire tenir en 2 heures pour le cinéma dans un format qu'il n'avait pas encore fait pour Camelot. Moi, j'ai trouvé ça incroyable d'arriver à faire tout ça, quoi. Ok. Est-ce que ça t'a donné envie de réitérer, de battre ton propre record peut-être sur un autre film ou pas trop, pas plus que ça? Marvel. Alors, si je le réitère, ce sera sur la saga Camelot, et c'est seulement si on me détrône un peu trop vite. Ah. Ouais. Parce que le Goût du premier, challenge. c'était quoi? C'était Endgame? C'était Endgame, ouais. Endgame. Avengers Endgame. Putain, c'est beau. Hein. Fallait- Bravo. Quoi, 194 fois, je crois. Sur Endgame, il faut le vouloir. hein. 91. Parce qu'il Ouais. il fait combien de temps, Camelot, le film? Il fait quoi? Il fait 2 2 heures. Endgame, c'est un peu Ah, plus, c'est deux- 2 heures. Arnaud peut nous 40, dire 50. exactement, Camelot, ça dure combien? Alors, Camelot dure 2 heures et Avenger Again dure 3h06. Donc, en temps, Ouais. l'américain me bat, mais l'intitulé du record, c'est le nombre de séances. Donc, il Ouais. s'est clairement mis D'accord. une balle dans le pied dès le début. Faut voir des courts-métrages. Ah Et oui. j'avoue. Bah ouais. Est-ce que tu dois garder tous tes tickets, les faire valider par un huissier? C'est quoi un peu la procédure? Non, Tu il peux- doit avoir un Ah, mais il les a- classeur il les a- immense. il les a- Il doit prendre des photos Il avant, les a- après. Ah ouais. Ouais. Trop bien. Oh la vache. Pas En interrompre, épaisseur, ça hein. donne un peu de ça. D'accord. Ouais. Ah. Oh la vache. Un Et- petit coup de vent Donc, et. il y a les tickets que vous voyez, il y a le livre que j'ai là, que je dois scanner et le renvoyer, les photos devant le cinéma et les vidéos que je prends au début, au milieu et à la fin du film, Ah et toujours sur les mêmes tronçons parce qu'eux ne connaissent pas l'univers Camelot. Et voilà, je dois classer tout ça, je dois redonner des noms à absolument tout et leur envoyer. Eh ben. Très Ouais, procédurier. sacré boulot, hein, putain. Très bien. Vache. Et bon, il a le record, il est champion du monde. Chapeau, Voilà. hein, Eh, c'est franchement. ça. Hein. Bravo. Encore une fois, bravo. Il régale, il régale. Bravo. J'ai l'impression que c'est la lanterne de Green Lantern qu'on voit derrière toi, non? Tout à fait. Oh, quel homme de goût. Il est là. Quel homme de goût. Magnifique. Formidable. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup Arnaud et encore félicitations Ouais. pour ce record. Ouais, bravo. Et Merci puis beaucoup. n'hésite pas à Bravo. nous contacter si tu te lances dans un nouveau marathon ou quoi que ce Marvel. soit. On pourra en parler. Avec grand plaisir. Ce Ah non, troll. j'ai pas de record pour Marvel, ils ont déjà assez. Il y a des très... Non, sur un Marvel, il y a des très bons Marvel Non, qui il arrivent. a dit non, c'est toi. Nani. En tout cas, voilà, merci Là, il y a beaucoup. Et que puis le- le jour où c'est homologué, voilà, un petit message, Bravo. on sera très content pour toi. Au Merci revoir et bonne beaucoup. fin de journée à toi. Salut. Merci beaucoup. Ciao. Bonne journée.
Ciao, ciao. Oh, il est fort. Hein. Incroyable ce record. La Mhm. France championne du Ouais. monde. Tu sais, il doit entendre la musique, il doit vomir comme dans Orange Mécanique. Ça doit, tu sais, c'est- Ouais. Il l'avait dit, parce qu'on avait fait une première interview à mi-parcours. Ouais, Et il nous avait dit qu'il y avait un moment du film où ça le crispait. Je crois que c'est un mec qui joue du clairon à un moment. Tellement Mais pas le clairon de Kaamelott au début. Il y a un moment, genre, j'ai plus en tête quelle scène. Et en fait, vraiment, ça le crispait. Ça Un son le- qui le ouais. crispe. Putain, c'est Donc ce son-là, 200. ah, c'est fort. 200. Il doit le citer par cœur. Enfin, j'imagine qu'il peut le citer, le film. Déjà, mec, tu vois un film 10 ou 15 fois, tu le connais. Ouais. Ouais. Alors, donc, Je voulais lui demander combien de fois tu as vu Dune, Lloyd 2 fois pour l'instant. 2 fois C'est pour co- l'instant. Comme je fais un Dune Tour, Ouais. j'essaye de me préserver et de garder le plaisir. Et Ah, il est bon. bientôt 3 fois. Ok. Je voulais lui demander s'il avait tout regardé au même cinéma ou s'il avait. C'est dans le même, ouais. C'est dans le même. Parce qu'en fait, c'était c'est le cinéma de sa ville. Et notamment, ils ont été très classe. Ils l'ont fait, même si le film fait plus d'entrée à part toi, on garde le film Ah, jusqu'à c'est ce cool. que tu le Ah, record. c'est sympa. Ok, c'est Sympa. cool. Donc c'est C'est hyper sympa. sympa. Ouais. c'est Ouais, très ouais. classe. Ils peuvent même faire une statue Voilà, de lui à l'entrée du J'avoue. Cinoche. Là. Et en plus, je crois que dans les trucs du Guinness, au-delà de ses billets et des vidéos, c'est qu'en fait, il doit y avoir des témoins qui Ouais. attestent qu'il est rentré, qu'il a vu le film, et donc les gens du cinéma ont participé aussi Et s'il s'endort en tant que témoin. Je sais pas. Ah, tu vois, Ouais. ouais. On aurait dû poser toutes ces Next Bah, time. s'il Next time. s'endort, non, c'est mort parce qu'il doit s'enregistrer à 3 moments précis de Oui, la mais ça, projection. Mais t'imagines, il il met l'horloge. s'endort. Mais non. T'imagines le truc, il a son petit déj. ouais. Alors, on en est où? Bon, c'est cette scène-là, mais c'est bon. Ah, mais, on rigole, mais c'est une vraie Ah bah C'est pas ça c'est ses secrets. Ah, on c'est sait pas, on on sait n'était pas. pas dans la salle avec. Ouais, c'est vrai. C'est une vraie perf, hein, c'est un vrai record. En tout Enfin, cas, c'est fort. félicitations à lui. C'était le coup de projo D'amour. interactif de Johan du jour. Dans la famille coup de projo aujourd'hui, on va faire celui de Nanix qui a Ouais. vu, revu, je ne sais pas. Alors, J'ai revu Black Clansman, j'ai infiltré le Ku Klux Klan, Ouais. ou Opération Infiltration. Le nom, c'est le nom québécois. Ah d'accord. Ah C'est oui, une je me Spike disais d'où ça sort. Tout à fait. Ouais, Spike j'ai Lee. pas vu, j'ai jamais vu. Tiré d'une histoire vraie, parce qu'on suit les aventures de Ron Stallworth, qui était le premier policier noir américain engagé dans un secteur dans une brigade de police, tout simplement, dans la ville de Colorado Springs. Et du coup, c'est revu avec l'œil, l'art, la patte de Spike Lee, avec évidemment un casting absolument formidable. John David Washington et Adam Driver. Alors moi, grosse mention pour John David Washington, parce qu'il est juste incroyable. Adam Driver aussi qui porte bien le film. Topper Grace qui est dedans. Oui, qui joue qui joue un rôle. Monsieur Cluclux. Enfin, Voilà, c'est Ouais. ça, Monsieur Gluguster tout simplement. Donc c'est plutôt pas mal, très drôle. Alors, donc c'était un revisionnage, deuxième visionnage du film. C'est la première fois que je l'ai vu, j'ai trouvé ça très drôle, très léger. Et au deuxième visionnage, je me suis dit, tiens, on sent qu'on n'a pas voulu aborder de manière trop frontale les sujets qui sont mis en avant, c'est-à-dire le racisme, etc. Parce que je rappelle quand même le contexte. Il est engagé dans une brigade de police, mais il est noir. Et à ce moment précis de l'époque américaine, c'est un peu compliqué d'être noir aux États-Unis. Il commence en étant aux archives, et il prend masse de réflexions racistes de la part de ses collègues, puis il va monter en grade, rentrer dans une enquête, etc. S'infiltrer, devoir jouer un petit peu double jeu. Et c'est vrai qu'au deuxième visage, on peut se dire ça aurait peut-être été bien d'aller plus en profondeur, mais bon, c'est le ton Spike Lee. En vrai, ça fait le job, c'est cool. Et c'est un sujet lourd, mais c'est une comédie. Et c'est plutôt top. Donc si vous l'avez pas vu, c'est sur Netflix. Voilà. Je rentre pas trop dans les détails, parce Non, que bien sûr. j'ai pas envie de spoiler. C'est compliqué d'en dire plus sans spoiler le film. La Clansman, moi j'avais beaucoup aimé d'ailleurs, Oui. pareil quand c'était J'ai sorti pas au vu, ciné. je le vois. prix du jury à Si t'aimes Cannes. la, si t'aimes la- Prix du jeu. si t'aimes la Oui. coupe afro, Ouais. Grand prix à Cannes. Récompensé à Cannes. Il était à 2 doigts de la palme. Récompensé à Cannes. Récompensé voilà. à Cannes, globalement. Ah, Grand grand prix. Grand prix, nous dit-on. Donc, ok, merci beaucoup Nanix pour ce petit coup de projo. J'ai envie. Genius, toi, tu voulais nous parler de Turning Point. Oui, Turning Point, un peu moins rigolo. C'est Le tout point simplement- qui tourne au Québec. Exactement, le point qui tourne, bien sûr. Point tournoyant. Exactement. Alors, ouais, alors le contenu est moins drôle, c'est sur le 11 septembre. Parce que on a fêté les 20 ans il y a peu de temps, et c'est tout simplement en 5 épisodes, 300 minutes, ça regroupe tout ce qui s'est passé avant, pendant et après le 11 septembre. C'est pour moi, et je pense pour beaucoup de gens, un des moments qui m'a probablement le plus marqué dans ma vie. Et ce qui est fascinant dans ce documentaire, moi je m'intéresse beaucoup aux docs sur les faits réels, pas forcément des fictions, les faits réels, moi je suis assez fasciné. On se rend compte beaucoup de l'impact dans ces temps, des conséquences déjà sur l'Afghanistan, ce qui s'est passé, ce qui se passe et ce qui peut se passer par la suite, Ouais. encore après. On apprend beaucoup de choses, images inédites, vraiment documents inédits, témoignages inédits, et franchement ça fait froid dans le dos, et c'est vraiment fascinant. Et je vous dis, il y a 5 épisodes, donc voilà, je suis tombé dessus, et c'est encore aujourd'hui quelque chose qui, quand tu regardes ça, tu te dis,
mais qu'est-ce qui se passera, comment ça s'est passé Mais les Comment docus ça pourrait- les docus voilà. Netflix sont rarement décevants. Donc, C'est hyper bien foutu et je te dis, on apprend encore beaucoup de choses. Et moi, je m'intéresse beaucoup à ce qui s'est passé, notamment avant. C'est ça aussi qui est intéressant, parce que ce qui s'est passé pendant le 11 septembre, voilà, ça a été beaucoup traité, mais moins un petit peu avant, dans d'autres pays, le regard de d'autres personnes, d'autres différents politiciens. Donc voilà, c'est Turning Point, 5 épisodes, ça se regarde assez facilement, c'est pas trop long. Et je vous invite à voir, c'était les 20 ans récemment, si ça vous intéresse, bien entendu. Voilà. Il est Point, incroyable ce documentaire. Tu as vu, ouais Ouais, c'est Et incroyable. c'est fou, hein, franchement. Et petite anecdote Excuse-moi. de la vie hallucinéenne, c'est arrivé dans un monde où il n'y avait pas de réseaux sociaux. Oui, bah Et en oui. fait, il n'y a pas beaucoup de gens en France qui l'ont vu en direct. Et nous, en fait, on l'a vu en direct à Allociné, parce qu'en fait, on était en train de bosser. On était abonné à l'AFP, et tu reçois une dépêche AFP, un avion s'est planté dans le World Trade Ah ouais, Center. putain. On avait tous en tête l'image de, je sais pas pourquoi, d'un ULM. C'est genre un Tout le touriste monde. qui faisait Ouais, des. tout le Voilà. monde croyait, ouais. Et en fait, on branche la télé et on voit arriver le deuxième avion. Ouais, Et bah, ça, putain, en live, ça te fait. Parce que tous les gens l'ont Ouais. découvert plutôt le soir au JT. Et- Et nous, en fait, on l'a vu au moment où ça arrivait. Bah, ça a été un moment marquant de la vie d'Allociné. Mais ce que tu dis, c'est vrai que pendant plusieurs heures, les gens se disaient c'est un ULM, c'est un petit avion. Et Oui. d'ailleurs, c'est aussi des Français sur place qui avaient découvert, parce qu'ils faisaient un reportage sur Oui, les frères Naudet, là. Exactement, sur les pompiers américains. Et franchement, je revois ça fait 20 ans. Je suis à chaque fois, je te dis, c'est. J'ai vu en direct aussi. Tu l'as vu en direct Ouais, dans des situations un peu étranges. C'est-à-dire que j'étais en fac et il y avait entre deux cours, j'étais allé à la Fnac, tu vois, toujours comme je fais d'habitude, voir les films qui sortent, les DVD, les bouquins, etc. Et là, j'ai le mur entier de tous les écrans. Bah oui. Ouais. Ah ouais. Voilà. Et du coup, tous les gens qui scotchent et les gens qui commencent à s'asseoir par terre devant. Et tout le monde qui voilà. Parce qu'il n'y avait pas de chaîne d'infos non plus en continu pro. Exactement, ouais. Je crois qu'il y en avait une. C'est LCI, je crois. LCI, ouais. Donc, LCI. ouais, c'est un autre temps hein, pour le coup. Ah bah, C'est hier, mais Pour ceux qui ont l'occasion, c'est- si vous allez à New York au Mémorial, vous avez donc tout un mur avec des écoutes audio. C'est un truc Ouais. à faire une fois. Hein. Honnêtement, vous pouvez pas le refaire. Vous le faites une fois dans votre vie, c'est à faire. Vous avez les témoignages des familles, etc. Qui, en fait, on revit l'événement comme si on y était. Et c'est assez perturbant. Voilà. Mais ça à faire une fois. Au moins. Ouais, Turning ouais. Point, donc à découvrir sur Netflix. Merci Genius Intéressant. Oui. pour ce coup de projo. Plaisir. On va attaquer tout de suite le gros morceau de la journée, le débrief de Dune. Il est Ça fou. parle. Ah, c'est vrai. Et pour parler de Dune, nous avons donc Lloyd Cherry, un expert de Dune, auteur du MOOC sur Dune et de Tout sur Dune, disponible chez. Je vois pas la maison. La Talente et Léa. Voilà. Comment on se retrouve à. Tu es journaliste au point, on l'a dit tout à l'heure, et fondateur et animateur du podcast C'est plus que de la SF. C'est plus que de la SF. Donc tu es ce qu'on appelle un expert du sujet. Comment on se retrouve à faire des guides sur Dune quand il y a le film de Denis Villeneuve qui sort? Alors, au début, le film de Denis Villeneuve sort, mais quand j'ai sorti le livre, le film de Denis Villeneuve avait été retardé. Je vous dis pas l'angoisse, on a fait une commande de 15 000 exemplaires, et puis 2 semaines après, on nous dit que ce sera l'année prochaine. À ce moment-là, vous vous dites, c'est chaud, mais on a tout vendu avant le film de Denis Villeneuve, donc histoire incroyable. C'est bien. En fait, il n'existait rien sur Dune avant, et je me suis dit, je vais faire un magazine book, alias MOOC, un beau livre qui allait fédérer et qui allait réunir des journalistes, des auteurs de SF, des réalisateurs, il y a Denis Villeneuve et Jodorowsky à l'intérieur, des scientifiques, bref, un peu une synthèse de gens qui étaient fans de l'œuvre et qui pouvaient écrire et réfléchir autour de Dune. Je suis allé voir la Warner assez rapidement avant que le film sorte, et du coup, je leur ai parlé de ce projet-là, ils ont soutenu très rapidement. On a pu avoir en tout, dans l'ouvrage, on a plus de 200 illustrations, dont des images inédites qu'on a fait faire par des artistes. 8 illustrateurs ont travaillé pour nous, donc c'est vraiment un peu un gros projet. On a fait un crowdfunding, on a récolté 120 000 euros, et c'est ce que ça nous a coûté en fait à produire. Ok. Donc c'est un objet en fait qui n'aurait pas pu exister sans le crowdfunding, et l'idée était de faire un peu le livre ultime sur Dune qui analyse particulièrement le roman Ok. et qui après raconte toute l'histoire des adaptations, donc le Jodot, le Lynch, le Villeneuve, avec quelques petits guest stars internationaux ou autres dans le livre. Donc, si. J'ai une question. J'ai déjà une question. Vas-y. Ouais, non, pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'œuvre de Frank Herbert, si on achète ton livre, on découvre des choses, vraiment on apprend plus Ouais. sur ce qu'il y a dans le livre plutôt que. C'est ça. Ok. On analyse tous les personnages, Ça, c'est l'univers. On revient sur la bio de Frank Herbert. On ne connaît pas beaucoup Ouais. Frank Herbert. Ouais. C'est passionnant. Et, Ouais, et ouais. on raconte ce qu'il était, son projet, puisque l'idée de Dune, et on a un article qui s'appelle La jeunesse de Dune de Frank Herbert, qui raconte que lui, il voulait alerter les lecteurs de ne pas suivre les hommes providentiels.
Donc, ne pas suivre les super-héros. D'accord. Et du coup, comme c'est un bouquin qui dit ne suivez jamais des super-héros ou des hommes politiques charismatiques, c'est vrai que c'est toujours assez rigolo quand on sait que le film sort après 10 ans d'ère Marvel. Et il y a un espèce de contrepoint qui se fait, mais je pense qu'on va y revenir tout à l'heure en discutant du film. Il t'a pointé. Et moi, si je peux compléter, Ouais, c'est pas de problème. pour répondre, c'est que moi, je connaissais de Dune que le film de Lynch que j'avais vu étant jeune et voilà, où j'avais été un peu pas très réceptif. Et j'avais toujours eu peur de m'attaquer à Dune. Et en fait, quand j'ai reçu le MOOC, je me suis dit, bon, quand même, fais l'effort d'au moins lire 1 ou 2 pages pour dire à Lloyd que tu l'as lu. Et en fait, je l'ai lu, mais vraiment en 1 semaine. Par contre, c'est touffu, hein. C'est dense, 300 c'est hyper pages. intéressant. Il y a 300 pages et j'ai trouvé ça hallucinant. Et sur un univers que je connaissais pas. Et donc en fait, maintenant j'ai vu le film et j'ai lu le roman. Et en fait, je vais le relire pour voir toutes les subtilités que j'ai pu louper. Mais c'est vraiment, je pense que ça peut à la fois faire un prolongement du film si vous découvrez le film de Villeneuve et à la fois une introduction au film. Donc c'est un peu les deux en fait. Et ouvrage validé par Denis Villeneuve, ça a été le moment ultime. Donc j'ai reçu une photo de Denis Villeneuve avec le livre. Il avait déjà reçu le MOOC, j'avais déjà reçu un message pour dire bravo. Et là, il a reçu le 2e, donc il a validé. Donc c'était aussi un peu un moment de soulagement parce que c'est vrai que j'ai porté le projet pendant plus d'1 an et demi. À la base, ça devait durer 1 an. Le film retardé, donc bon, tu replonges dedans. Et c'est vrai que tu défends le film sans l'avoir vu. Moi, j'étais persuadé que le film serait bon. Et du coup, c'est vrai que quand tu le vois au Grand Rex, tu te dis, Poker. enfin, soulagement. Soulagement, ça va. T'es dit, j'espère pas une merde. que c'est pas pourri, sinon je sais pas Oui, du tout. voilà, tu te dis, oulala. C'est de la daube, je sais pas quand Je suis mal. Ouais. Petite question, comment on en vient à devenir fan de Dune et d'avoir envie d'exprimer cette passion-là à travers des livres et des œuvres comme ça? En fait, j'ai découvert Dune par les premières illustrations de Wojtek Schulmak enfant. Donc, bon, souvent, la science-fiction découvre ça par souvent le père ou la mère qui est fan. Moi, c'était le cas. Mon père était fan de Dune et fan de Philippe K. Dick. Donc, c'était un peu, quand je lui en parlais petit, c'était genre les romans que tu liras quand tu seras grand. Hein. Donc, il y avait un peu une espèce d'aura. Et j'ai découvert ça comme ça. Après, la SF, je me suis spécialisé là-dedans parce qu'il n'y avait quasiment pas de journalistes qui traitaient vraiment de la science-fiction, alors qu'on est dans une époque où la SF, il y a une espèce d'âge d'or. On a de la SF partout. La pandémie, c'est plus que de la SF, hein, limite. Hein. On a vécu des situations qu'on aurait cru pas possibles, à part dans des romans de science-fiction. Donc, du coup, je me suis vraiment spécialisé dans la science-fiction, surtout qu'on est un des pays qui avons créé la SF. Jules Verne, avec H.G. Wells, les Anglais. Donc, du coup, il y a beaucoup de choses à dire. Et c'est vrai que, par exemple, sur Dune, il n'y avait rien. Sur Asimov, tu n'as rien. Il y a plein de classiques comme ça où on n'a même pas de guide ou d'essai qui analyse ces bouquins-là, parce que ce n'est pas dans notre culture. C'est plutôt des bouquins anglo-saxons qui font ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de fans de Dune qui l'ont acheté, parce que ce livre-là, c'est très différent des bouquins copyrightés. C'est vrai que souvent, quand le studio va acheter la franchise, il va après sortir des beaux livres, tout est copyrighté, tout est checké par le studio. C'est vrai que là, on a des choses où le studio n'a pas regardé, quoi. Donc on propose vraiment quelque chose de différent et on nous parle déjà de traduction. Donc on espère que le livre sera traduit en anglais. On peut avoir une deuxième vie peut-être Ouais, ce serait beau, ça. super, C'est parce beau. que c'est assez rare, parce que souvent les anglo-saxons se disent qu'ils vont le faire eux-mêmes, de leur côté ça leur coûtera moins cher que de payer le copyright et de payer toutes les images et les 92 articles, puisqu'il y a 92 articles à l'intérieur. Je vais demander à la régie de nous rajouter la petite mention spoiler, puisqu'on va rentrer un petit peu dans l'analyse du film. Petit tour de table, je vais te laisser la politesse, Lloyd, mais le film de Denis Villeneuve, c'est bien? Alors j'ai fait une vidéo pour Allociné où je dis que c'est génial, donc imaginez si je dis non, en fait. Voilà. Moi j'ai un scoop, ça me va aussi. mais, Non, moi j'ai trouvé que le film était très très bien, visuellement incroyable. Il y a des plans qui sont, je trouve, très très impressionnants. Denis Villeneuve, il est fan du livre, ça se ressent, il y a beaucoup de références au bouquin. Moi j'ai été vraiment convaincu par le casting et pourtant Timothée Chalamet, j'étais pas persuadé au départ. Vraiment, moi j'ai été impressionné. Ce qui est intéressant, et c'est tout l'enjeu, c'est qu'en gros, globalement, entre les années 60 à 99, on avait des films de science-fiction qui mélangeaient le spectaculaire et le spéculaire, la réflexion, le spéculatif. On sortait de là un peu en se disant « Waouh, j'ai une vision du monde différente ». Il y avait 2001 Odyssée de l'espace en 68, Star Wars en 77, Blade Runner en 82 et Matrix en 99. Arrivent les années 2000, on va avoir des films qui vont être très impressionnants d'un point de vue immersif, action, esthétique, Avatar pour les années 2000, Mad Max, Fury Road pour les années 2010. Et donc on est dans des films qui sont plus sur l'action et moins dans la réflexion. On est un peu dans ce que théorise Laurent Julier, qui est l'écran postmoderne. En gros, le spectateur va voir un film et c'est un parc d'attraction. Il va ressortir là, et donc c'est vrai qu'on ressort essoufflé d'Avatar et essoufflé de Mad Max, même si c'est d'excellents films, mais on se dit on a vécu quelque chose de fort et d'immersif. Et ce qui est intéressant avec le film de Denis Villeneuve, c'est qu'il arrive à faire les deux. Le spectaculaire, on a 1 heure de pure action avec une musique qui nous prend les tripes dès le début du film,
et on va en avoir plein les yeux. Et il y a le côté un peu spéculaire qui arrive, le côté un peu réflectif, même si je pense que dans la deuxième partie, on va beaucoup plus travailler l'aspect du messianisme religieux, l'aspect un peu politique. Et ça m'a vraiment impressionné. Et je me suis dit que Denis Villeneuve, là, ça y est, il arrivait à bien mélanger les deux, le côté vraiment spectaculaire, un peu grand public, qui est obligatoire, chose qu'il n'y avait pas forcément sur Blade Runner, que j'adore, 2049, qui est esthétiquement, moi, je trouve sublime, mais qui n'est pas forcément très grand public, dans le fond. Dune est un film grand public, et ce qui est intéressant, c'est de voir que grâce à ce film, et moi, je pense que Denis Villeneuve est le messie de Dune, c'est qu'en fait, il va permettre aux millennials de lire le roman, car quand on était à l'avant-première au Grand Rex, à un moment donné, la journaliste fait le tapis rouge et donc dit qui est fan de l'œuvre de Frank Herbert. Personne ne lève la main. Francky, Il n'y a que des 20 trentenaires, personne ne lève la main. Qui est fan de Zendaya. Voilà. Et c'est ça, elle dit, mais vous êtes là pourquoi? Pour Zendaya et Timothée Chalamet. Donc c'est intéressant parce que je pense qu'il y a plein de gens qui vont vouloir connaître la suite et vont se mettre à lire Dune. Donc ça, c'est vraiment... c'est là où ce film peut être, pour redonner vie, comme a fait Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, à une nouvelle saga. Après, est-ce que ce film, qui est quand même assez complexe, qui est très ambitieux, tout le travail sur le côté Moyen-Orient du film, moi je trouve ça incroyable. On n'a jamais vu autant d'hommes et de femmes voilés dans un blockbuster américain. Donc il y a tout un côté, visuellement, quand même, on n'est plus dans du Fast and Furious, on n'est plus dans du Marvel DC, on n'est plus dans du Star Wars. On est quand même dans une œuvre qui est esthétique et qui est assez complexe. Et je ne sais pas si nous, le public français, Dune a toujours été un succès en France. Donc j'étais pas inquiet pour que ça fonctionne en France. Est-ce que le teenager américain ou le teenager chinois va être touché par le film? Ça va être ça la vraie question. Et c'est là, je pense, où il y a un enjeu. Il est comment en entrée là? 1 million. En France, je crois qu'on est le deuxième meilleur démarrage de l'année. Il était à 900 000 dimanche soir. Après Fast and Furious. Après Fast and Furious, C'est ça. c'est quand même Et, pas... et meilleur 5 premiers jours depuis Star Wars 9. Ouais, Donc c'est quand même, en tout cas, il sort chez nous avec un mois d'avance par rapport aux US et on sait que le territoire français est scruté par Warner US pour dire est-ce que le film va être une catastrophe ou machin, et en fait tout le monde est rassuré là. C'était la question quand je les ai rencontrés pour faire le bouquin. Première question qu'ils m'ont posée, très sérieusement, c'est pensez-vous que le film va marcher? Et c'est intéressant parce qu'on sentait qu'au niveau des équipes marketing et publicitaires de Warner, c'était pas si évident que ça. Et je pense que le studio hollywoodien jusqu'au bout était vraiment pas sûr. Parce que c'est vrai que comment tu marketes un film sur Dune, qui a une réputation de film maudit, c'est très difficile. Donc je pense que... Alors ils ont évidemment tout fait avec le choix du casting, c'est Denis Villeneuve, il y a eu pas mal de promos, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites pour pousser les gens à aller voir ce film. Mais c'est vrai que je pense que Warner a vraiment eu chaud et c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas voulu prendre du risque et de tourner les films ensemble, la partie 1 et la partie 2. Ils ont préféré faire une première partie et voir. Et si le film se casse la figure, on ne fait pas de deuxième partie. Après, moi, je pense, vu le storytelling qu'il y a en ce moment pour dire il faut voir le film pour qu'il y ait un 2, vu que quand je vois Timothée Chalamet et Denis Villeneuve quand je suis sorti du voilà, film, donc font des petites blagues entre eux, moi, je pense que la deuxième partie est signée, juste parce qu'on a parlé de Nolan tout à l'heure. Nolan et Villeneuve, c'était les deux réalisateurs auteurs blockbuster. Il y en a un qui part et qui claque la porte. Villeneuve était très en colère. Il a fait une lettre à Variety pour dénoncer le fait que le film sorte sur la plateforme HBO Max. Donc je pense que le film est déjà signé pour le numéro 2, aussi pour que ça se passe bien. on va finir ce petit tour de table. De ce côté, Johan, Mégane, vous avez vu le film. Tout à fait. En un mot, qu'est-ce que vous en avez pensé? Je t'en prie. Non, Mégane? vas-y. Alors, je commence. Alors moi, j'ai fait l'erreur bête qui c'est-à-dire de lire le roman en même temps que le. Voilà, Jamais. Jamais. Bien. Jamais. Donc en fait, très grand film de SF, mais je suis dans une position frustrante parce qu'évidemment j'ai passé tout le film à dire ah tiens ils ont pas fait ça comme ça, ah je voyais pas ça comme ça, voilà tout ce qu'il faut pas faire. J'ai fait les deux comme ça. Ouais. Donc pas bonne idée. Non et au-delà du côté voilà très réussi que tu as parfaitement évoqué, ouais petite frustration parce qu'en même temps c'est pas la faute de Villeneuve, c'est que le temps cinéma te laisse pas évidemment pas le temps de tout raconter. Et j'ai la même frustration, alors même si c'est pas la même histoire, mais que comme sur un Harry Potter où en fait tu es obligé de te dire qu'est-ce que je raconte comme histoire. Et là il a décidé de raconter le parcours de Paul Atreides en occultant un peu les autres personnages qui apparaissent presque comme des guests dans son parcours. Et alors que moi, Gurney Halleck, Duncan Idaho, tout ça, en fait, j'avais envie de les voir plus. Et en fait, ils apparaissent dans le film et ils disparaissent aussi rapidement qu'ils sont venus. Mais ça, c'est lié au format cinéma qui fait que tu dois raconter un point de vue et une histoire. D'accord. Donc en fait, j'aurais aimé avoir la même ambition visuelle sur une série de 15 heures. J'ai Série, vu alors. une interview de Jason Momoa qui disait qu'il avait fait des cascades particulières qui ne sont pas dans le cut final. Et qui sont évoqués même dans le dossier de presse. Dans le dossier de presse, tu as des paragraphes entiers sur une cascade où il est censé sauter au-dessus d'Arrakis et en fait qui n'est pas dans le film. Et du coup, il y aurait peut-être moyen d'avoir une version longue ou ce genre de choses comme il y avait eu sur Le Seigneur des Anneaux. Villeneuve a jamais fait de director's cut, il l'a précisé il n'y a pas très longtemps, puisque Jason Momoa a dit qu'il y avait une version de 6 heures qui existerait. Ouais. Donc je pense qu'on a tous fantasmé en se disant genre yalla, on va pouvoir voir ça. Pas Zack Snyder, non Euh, Tout le monde- On verra
verra, je pense, avec la sortie du DVD 4K Blu-ray. Peut-être il y aura des ajouts qu'on n'a pas vus dans le film. Moi, je pense qu'il y a, et ça se sent d'ailleurs, je pense qu'il y a des séquences qui ont été un peu coupées. Et du coup, j'aimerais bien voir une version plus complète. Après, moi, je trouve que c'est quand même déjà très bien. Hein, Ah oui, non, c'est frustrant en fait. Voilà, moi, je suis sorti un peu frustré du C'est truc. vrai que le seul bémol, la seule critique que je ferai au film, c'est qu'en effet, les personnages comme le Docteur Huet, des personnages comme ça, qui sont très intéressants dans le bouquin, l'angle du film a été de sélectionner Chalamet, vraiment, et Paul Atreides. Donc c'est vrai qu'il y a des personnages qui sont très profonds et intéressants, Comme Lynch. qu'on ne voit pas assez. Comme le Lynch. Ouais. Mais le Lynch arrivait plus à raconter les problèmes de cours et compagnie Ouais. à ce niveau-là. C'est peut-être la seule frustration, c'est que certains personnages sont un peu sacrifiés, mais bon, le casting est remarquable. C'est pour ça qu'on est content de la réussite de la prestation de Chalamet, parce qu'on se dit c'est beaucoup centré sur lui. Si ça passe à côté, on va passer à côté du Ah, film. bien sûr. Mégane. Bah, moi, j'ai pas été déçue. Moi aussi, je l'attendais depuis très longtemps. Tu l'as vu 2 ce fois film, donc, oui, je l'ai vu deux fois. fois. Aussi, oui. Je trouve que déjà, vous en avez tous les deux très très bien parlé, donc je plus sois à fond. Moi, je trouve qu'il a été très malin, Denis Villeneuve, sur son adaptation, parce qu'on sent que, de toute façon, il l'a dit, hein, ce bouquin, il l'a lu quand il était gamin, donc il en est fan et il voulait absolument respecter l'objet qui était Dune, et ça se ressent. C'est très fidèle, c'est très authentique, c'est un très beau mélange entre le spectaculaire et l'intime, entre le beau et le plus froid. Et je sais qu'il y a eu pas mal de critiques sur un peu le manque d'émotion dans Dune, mais en fait, moi, je trouve ça tellement cohérent, parce cohérent et malin de se focaliser que sur Paul Atreides, parce que on part le départ est très froid, très austère, et il part vers sa destinée, il part vers la chaleur, vers Dune, vers les Fremen. Donc c'est très cohérent, que ce soit dans l'imagerie ou dans le parcours et l'intrigue de Paul. Donc tout est malin, pour moi, tout est extrêmement bien pensé, tout est précis. Enfin, on sent que toutes les expériences d'avant, que ce soit Premier Contact ou Blade Runner 2049, lui ont servi pour faire Dune. Je pense que s'il n'avait pas fait ça avant, ça aurait été peut-être plus compliqué pour lui de mettre en œuvre Dune. Et après, j'avais des réticences sur les acteurs, même si je les aime tous beaucoup. Mais la direction d'acteur est incroyable. Chalamet fait un travail fou. Je pense que Jason Momoa, c'est l'un de ses meilleurs rôles, vraiment. Ouais. Et tous sont excellents à fond. On sent qu'ils se sont sentis investis d'une mission et de vraiment rendre hommage à ce film, à cet univers et à cette histoire qui est terriblement d'actualité. Enfin, je pense que c'est aussi comme ça qu'on peut aller choper un peu les millennials. C'est un peu plus conscient des enjeux économiques et écologiques que subit notre planète. Donc, il y a toutes des thématiques comme ça qui peuvent parler au plus grand nombre. Et en explorant la SF à travers ça, c'est tellement brillant et tellement intelligent. Puis après, il y a les effets spéciaux, la photographie, la musique aussi qui est incroyable. Enfin, on va revenir. C'est une expérience, une véritable expérience et qui marquera, je pense, un tournant dans le genre de la SF. Ouais. Écoute, merci beaucoup. Les garçons de ce côté, vous l'avez vu, vous l'avez pas vu? Hier, 2 fois. Pour vous. 2 fois, une fois, 2 fois. On commence par toi. Alors moi, j'y suis allé sans avoir lu l'œuvre de Frank Herbert. C'est vrai que j'ai grandi avec des parents cinéphiles, mais aussi littéraires, qui m'ont toujours dit il faut lire le livre avant de voir le film. Et c'est vrai qu'on se dit, quand tu lis, il y a beaucoup plus de choses dans le livre, c'est bien mieux. Donc je fais ça généralement, je ne l'ai pas fait pour Dune. Et comme tu dis, je suis d'accord avec toi, ça va donner envie à beaucoup de gens de découvrir le livre, parce que c'est un film un peu plus grand public que Blade Runner, le dernier Blade Runner. Mais moi, ça m'a moins plu, ça, que ça soit justement un peu plus grand public. C'est un film majestueux, c'est, comme tu dis, ambitieux, c'est créatif, c'est novateur. Moi, je suis en adoration avec Denis Villeneuve, vous le savez, bien entendu. J'aime beaucoup le traitement de Timothée Chalamet, j'avais peur qu'il soit un petit peu lisse pour ce rôle. Je trouve que la transition, on en parlait, c'est toi qui me le disais, entre la fragilité et la prise de conscience, je trouve que c'est subtilement fait. J'aime beaucoup ça. Je trouve que les second rôles, pareil, Jason Momoa, on le voit pas assez. On voit pas assez le second rôle. C'est très axé de son que la caméra. Il aime bien Denis Villeneuve mettre une caméra sur la gueule. Ryan Gosling, pareil, dans Blade Runner, c'était ça tout le temps. Et les seconds plans sont un petit peu mis à l'écart. J'ai trouvé que le film avait quand même quelques longueurs. J'ai trouvé que les moments de vision et de rêve, il en faut pour installer un petit peu le climat, expliquer un petit peu. Je trouve que c'était un petit peu trop présent. Je trouve que la musique d'Hans Zimmer, parce que moi je me porte beaucoup sur la musique, on en sait tout un foin. Je suis fan de Hans Zimmer, mais c'est pas celle qui m'a marqué le plus. Je trouve qu'elle le met à tir, il la balance à tir larigot. De 150 Zimmer, chaque film est de plus en plus cher et il faut rentabiliser. Il balance ça à sauce. Je trouve qu'elle est très très présente. Le thème est bon, mais pas forcément marquant.
Donc voilà, moi je suis pas. Non, mais je le dis. Moi, Tu as le non, mais alors, Ouais, c'est ouais, mon ouais. avis. Et j'ai écouté toutes les musiques d'Hans Zimmer 152 fois. Hein. Je les ai tous catalogués. Voilà. Perdu des habits là-bas. Oh, non, mais c'est un grand film, comme tu dis, Mégane. Il n'y a pas un plan, il n'y a pas un costume, il n'y a pas un effet. Tu te dis, c'est juste magnifique, ça pousserie Star Wars. Sans comparer avec Star Wars, tu dis, mais Star Wars, c'est un parc d'attractions pour enfants. Non, mais je suis gentil avec Star Wars. C'est juste, je dis ça, c'est mon avis. C'est juste que moi, je suis moins touché par l'univers de Dune. Je suis moins touché par cet univers-là. Du coup, j'ai bien aimé le film. C'est un grand film. Je suis obligé de dire que c'est un grand film parce que c'est fou, mais je ne suis pas sorti en adoration. Voilà, c'est mon avis. Je sais que je suis en terrain. T'as le droit. Hein. C'est mon droit, mais attention. Denis Villeneuve, voilà, mais j'ai préféré, tu vois, si on peut comparer, j'étais plus touché par son Blade Runner que par son Dune. Ah ouais? Ouais, je sais pas pourquoi. Peut-être parce Tu que- vois, moi j'ai été extrêmement déçue par Je Blade sais, Runner je sais, 2049. je sais, Parce que Blade Runner fait partie de mes films préférés Bah, et je comprends ah. pas pourquoi il y a eu une suite déjà de base. C'est l'histoire de. Et en fait, le film est sublime, vraiment. Tu sens que c'est Bien sûr, mais t'as trouvé, ouais. c'est une monstration vraiment de tout le talent de Denis Villeneuve, mais je n'ai rien ressenti devant le film. Alors que Blade Runner, je chiale devant Blade Runner. Ah bah, Enfin, on doit toucher devant Blade Runner. Donc voilà. Nanix. Moi, j'ai pas lu les livres d'une, donc le livre, je ne connais pas, donc ça me donnera certainement envie déjà de lire le bouquin que tu as fait, Lloyd, et puis de T'inquiète. lire le bouquin d'origine. Moi, j'ai surtout découvert Dune il y a quelques mois par le film de Lynch, avec ses qualités et ses défauts, et forcément, j'attendais beaucoup de voir, parce qu'on a dit oui, c'est Denis Villeneuve, ce sera forcément mieux, faut oublier les films de Lynch, il a fait n'importe quoi en termes d'adaptation, en termes de scénar. Et au final, il y a beaucoup de défauts de l'adaptation de Lynch que je retrouve quand même dans celui-là, à ma plus grande surprise, notamment au niveau des personnages secondaires, qui parfois... Enfin, c'est assez bizarre, parce qu'il y a une version qui a ses défauts, et l'autre qui a ses propres défauts également. C'est-à-dire qu'il y a des choses chez Lynch qui clairement m'emmerdaient, et il y a des choses chez Villeneuve qui m'emmerdent aussi. Et c'est toujours un peu la même chose, c'est les fameux personnages secondaires. C'est-à-dire que, alors, moi je suis pas du genre à critiquer, c'est pas parce que vous avez mis Josh Brolin, Jason Momoa dans des rôles secondaires et que ils ont un certain temps dans le film qui est plus ou moins long et qu'on ne revoit pas après, que c'est chiant. Non, s'ils apportent quelque chose à l'histoire, tant mieux. Mais c'est que finalement, il y a certains personnages avec lesquels j'aurais voulu m'attacher, notamment le père de Paul, qui a un charisme de fou, peut-être encore plus dans ce film-là que dans celui de Lynch. Et finalement, pas de chaleur au moment où il On a le bandeau spoiler. voilà. Là, tu peux y aller. Pas de chaleur. Je suis en train de dire, Ouais, je suis en train de me contenir, mais là je tu m'as fait peur. pas de chaleur au moment où il meurt. Plus de chaleur pour la mer déjà. L'histoire autour de la mer, etc. Et je pense qu'il y a quand même ce problème. Alors on sait Dune, c'est un ouvrage très compliqué à adapter. Il y a ce souci du temps du cinéma que tu as évoqué à un moment donné, Johan, qui fait qu'il faut faire des choix en termes de coupe, en termes d'adaptation. Et finalement, dans les deux films, je trouve toujours le même défaut qui est on vous explique une histoire, mais on ne peut pas tout vous dire, tout vous détailler. Par exemple, le rôle de l'empereur est très bien amené, très bien expliqué dans le film de Lynch, beaucoup moins là, il est suggéré. C'est pour ça que la deuxième partie va faire du bien, parce que c'est là où Villeneuve va pouvoir expliquer, mettre en place tout le côté politique, etc. Moi, c'est compliqué pour moi de donner un vrai jugement sur ce film-là, parce que pour moi, ce film ne peut être jugé qu'avec sa deuxième partie. Clairement. Il peut pas être détaché de la deuxième partie. Après, le son, incroyable. L'image, incroyable. Les effets spéciaux, incroyables. J'ai regardé encore l'œuvre de Lynch hier soir, les scènes de combat, les boucliers. Oh, merci Villeneuve. Fallait dépoussier, fallait remettre tout ça au goût du jour. Les vers des sables, qu'on voit toujours trop peu, je trouve. Mais qui sont... Ouais, juste quand ils ce qu'il sont là, faut, quand ils sont là, ouais. ils font le job, mais j'aurais bien aimé les voir un peu plus. Et au niveau du casting, Timothée Chalamet, j'avais très peur aussi. J'étais pas convaincu. Alors, j'ai toujours du mal à dire le nom de l'acteur qui jouait le rôle de Paul dans la version de Lynch. Kyle MacLachlan. Voilà, qui Joli. pour moi, souffre à peu près des mêmes doutes que j'avais au moment avec Timothée Chalamet en mode c'est lui le Messie. Ouah, super. Et au final, fin du film, tu sens que l'acteur prend possession du rôle qu'il va incarner, et je trouve ça top. Donc, pour moi, bon film. Très bon film. Très bon film. Grand film, pour l'instant, je ne sais pas. Je pourrais me prononcer avec la partie 2. Voilà. C'est une œuvre majeure, quand même. Tu parlais du film de Lynch, faut pas oublier que c'était produit par Dino De Laurentiis, il me semble, et qu'à un moment, il y a eu d'énormes coupes, que Lynch a été viré, et Ouais. que du coup... Donc la version initiale faisait 6 heures de Lynch. Ouais, il y a eu pas mal de retravail. Mais il y a des gros problèmes sur mais le. tu vois, Ah oui. tu vois typiquement les méchants dans l'œuvre de Lynch, le Harkonnen. Raban et j'ai plus le nom de l'autre. Bref, Fade Rota. voilà. Sting, en slip. ils sont insupportables, mais entre guillemets, tu t'attaches. Entre guillemets, tu as envie de voir jusqu'au bout leurs exactions, ce qu'ils vont faire.
Là, Dave Bautista, qui pour une fois est pas trop mauvais. J'attends de voir. Voilà. Je suis peut-être un petit peu dur, mais j'attends de voir. On a interviewé Raphaël Atlantis dans Tout sur Dune, qui donne plus d'interviews sur Dune, puisque c'était assez compliqué. C'est vrai que le tournage a été horrible. Hein. Ils ont fait ça en Mexique, en même temps que Conan 2, le Destructeur. Donc il y avait des Fremen qui se baladaient avec des barbares sur le désert. Et le tournage a été très très compliqué. Ils avaient des décors en fait inamovibles. Vous savez, dans les plateaux hollywoodiens, on a des décors qui bougent et donc tous les sets changent. Et en fait, là, pas du tout. Ils ont fait des décors, on ne pouvait pas changer le set. Donc tout était très compliqué. Il y a eu intoxication alimentaire de l'équipe. Il a fallu amener un cuisinier italien au Mexique. Enfin, il y a eu plein de problèmes. Elle a viré le monsieur effets spéciaux. À 7 mois après avoir commencé le tournage, le monsieur effets spéciaux se fait dégager. Et donc Lynch est obligé de couper. C'était 4h30, je crois, la première version. Ouais. Et Lynch est obligé de couper. La version de 6h, c'est Jodo. Ah oui, c'est ça. Qui voulait faire ça. Donc c'est vrai que, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se dire que Dune, c'est une œuvre qui a attiré Jodorowsky, Moebius, David Lynch, Denis Villeneuve. Il n'y a que des grands créatifs. Ridley Scott aussi. Qui a voulu à un moment donné, que des grands créatifs, à un moment donné, ont souhaité s'attaquer à Dune. Et ça, c'est intéressant de voir que cette œuvre-là, finalement, elle arrive à attirer des énormes créatifs à chaque fois. Alors, tu citais Jodorowsky, on se souvient peut-être du documentaire Jodorowsky's Dune qui fait état du film qui n'a pas eu lieu. Ouais. Mais la rumeur raconte que son bouquin de création a tourné dans tout Hollywood et a engendré toutes les œuvres de cinématographiques audiovisuelles qu'on connaît aujourd'hui quasiment. Oui, c'est ça en fait. Donc Jodo, il va créer, donc on est dans les années 70. Jodo n'a pas lu le livre, mais on lui en parle, donc il veut l'adapter. C'est Michel Seydoux, donc c'est rigolo parce que c'est déjà la France qui devait adapter Dune. Et c'est un francophone, Denis Villeneuve, qui fait Dune, et ça sort en France, le premier pays du monde. Donc il y a un lien avec ce pays. Ce qui est marrant, c'est que Jodo essaye de faire ça. Il réunit avec lui ce qu'il appelle des guerriers spirituels, donc des énormes dessinateurs type Moebius, Chris Foss, Dan O'Bannon, et qui vont bosser ensemble pendant 2 ans. Ils vont faire un storyboard où tout va être storyboardé par Moebius, donc un espèce d'immense ouvrage incroyable. Ils vont aller voir tous les studios hollywoodiens. Il manquait, je crois, 10 ou 15 millions à Jodo. Et en fait, les studios ont peur de Jodorowsky, qui veut faire un film de 6 heures, qui a un casting de taré. Il y a Mick Jagger, il y a Dali, il y a plein de monde. Mick Jagger, Dali. Ouais, Mick Jagger, Dali, Alain Delon avait approché, je crois. Charlotte Rampling avait déjà approché. Super dans déjà, qu'on retrouve dans le Pour film. le même rôle. Pas pour le même rôle. Et Amanda Lear aussi, qui est Les Pink Floyd à la musique. Amanda Lear. Ouais. Et En bénéficie. C'est un camoulox. Il y a Dali, il y a Amanda Lear. Et ce qui est drôle, ce qui est marrant, c'est qu'on voit que le Villeneuve fait référence au film de Jodorowsky. La planète d'Harkonnen fait très penser au dessin de Giger. Il y a Charlotte Rampling, tu as dans la bande-annonce la musique de Pink Floyd. Donc bon, quand même, on sent et puis il y a une avant-première à Paris, et il y avait donc Dionnet et Druillet. Donc les messieurs métal hurlant, et donc Denis Villeneuve allait leur parler pour leur dire à quel point il avait été inspiré par eux. Et est-ce qu'on sait s'il a envoyé une copie à Jodo Non, je sais. Alors je pense que Jodo ira peut-être voir le film, mais ce que moi j'adore, c'est que Jodo, c'est ça qui est incroyable. Jodo, c'est comme le Bene Gesserit. Il implante des légendes dans ta tête, et voilà. Et donc personne n'a jamais vu un seul plan de ce film, et tout le monde pense que ce film sera le meilleur parce que quand Jodo en parle, parce que quand on voit les dessins de Moebius, finalement le Dune de Jodorowsky, on a tous notre propre Dune dans notre tête. Et ça, c'est incroyable. C'est la magie de Jodo, finalement, de dire mon film sera le meilleur. Il n'a pas existé, mais ce sera le meilleur. Et en fait, on se dit, peut-être. Belle technique, ça. Ouais. Très fort, le mec. Très, très C'est quoi la place de Dune dans la SF Alors, Dune, c'est un des grands classiques de la SF. On le cite dans le top 5 ou dans le top 10 des livres qu'il faut avoir lus quand on commence la science-fiction. C'est un livre qui est sorti en 65 aux États-Unis, en 70 en France. Le succès met du temps à arriver. Il arrive avec Les Enfants de Dune aux États-Unis dans les années 70. Et après, Frank Herbert devient l'auteur de science-fiction le plus payé et un des plus lus. En France, il faut attendre le film de Lynch pour que le bouquin sorte en poche. Avant, c'était en grand format. Et le livre est vendu à 2,4 millions d'exemplaires chez nous. Donc, c'est un classique. C'est un livre qui vend en moyenne, sans le film, entre 15 à 20 000 exemplaires par an. Donc, c'est un truc qui tourne tout seul. C'est un livre qui était très innovant à l'époque. Il y avait l'écologie, la décroissance technologique. Il n'y a pas de IA et de machine. On parlait de l'importance de l'eau. L'écologie, un des sujets, le messianisme religieux. Je te coupe, moi j'ai mon neveu qui a été le voir et quand il est sorti, il a dit c'est l'Égypte et les pyramides, mais dans l'espace. Ouais, c'est pas idiot.
Tu vois, il y a ce truc-là. et puis il y a tout un côté. Enfin, moi, à l'époque, ce qui était intéressant, c'était que le côté Moyen-Orient, on n'avait jamais vu ça, quoi. C'est-à-dire que le terme djihad, personne ne connaissait, c'était utilisé par Frank Herbert. Il y a des mots arabes à l'intérieur du bouquin. Donc il y a plein de choses qui font que l'univers était très marquant. Et puis on sortait d'un moment où il y avait Laurence d'Arabie au cinéma, qui avait triomphé avec David Lean. Ouais. David Lean, qui avait été d'ailleurs le producteur de La Planète des Singes, avait pensé à David Lean pour adapter Dune déjà. Ok. Donc c'est assez marrant le lien. Et puis à l'époque, les étudiants américains dans les campus, ils prenaient aussi de l'épice, une épice un peu différente du livre. Donc, du coup, ça parlait plus à la guerre du Vietnam, où finalement le combat des Fremen, c'est un combat anticolonialiste en fait, puisqu'ils sont colonisés par soit les Harkonnen, soit les Atreides. Et donc, ils se battent contre ça. Donc, il y a plein de choses qui faisaient écho à l'époque, et le livre continue à bien vieillir. C'est ça qui est assez fascinant, parce que le style de Herbert est un style très froid. Ouais. Herbert raconte pas les scènes de bataille. C'est pas du Tolkien, Herbert. C'est quelque chose de quand même très très froid, ce qui explique pourquoi c'est froid aussi, Lynch, le Villeneuve au cinéma. C'est bien traduit en français. Ouais, Michel Demuth, le livre n'a pas été traduit déjà. Michel Demuth, énorme traducteur, il a été épuisé, il a fait que les 3 premiers. Ok. Il racontait, on a une interview de lui, puisqu'il est décédé maintenant, une interview post-mortem, où il raconte à quel point ça avait été difficile à traduire. Et en fait, il y a des mots qu'il a créés pour nous et qui maintenant résonnent très bien. Le distil, par exemple, Ah oui. ça fait partie des créations françaises de la traduction. Donc ouais, le livre est bien traduit, à l'inverse de beaucoup d'autres bouquins de science-fiction qui étaient très très mal traduits, souvent. Et c'est bien en ce moment, il y a des retraductions un peu partout de bouquins de SF, de classiques, parce que quand tu lis les premières trades, t'hallucines. Genre quoi? Le Neuromancien, Neuromancer, ça vient d'être retraduit. C'est le premier bouquin de cyberpunk. C'est le bouquin qui sort le cyberpunk. Il avait été traduit d'une manière très mauvaise à sa sortie. Ils l'ont refait. Ils l'ont retraduit, c'est très propre. Ils ont retraduit tout Kadik, ce qui fait du bien, Ah ouais. parce que je pense qu'il fallait un peu retraduire Kadik. Là, Asimov, les robots étaient retraduits. Ah, les robots. Je ouais. pense que Fondation mériterait une retraduction, parce que quand on lit Fondation, alors la série va arriver bientôt, c'est vrai que ça fait un peu mal aux yeux des fois, parce que c'est un bouquin des années 40-50, quoi. C'est un peu scientifique aussi, donc forcément, il y a Ouais. cette couche-là Tout supplémentaire. à fait. Et c'est pour ça que Dune a bien vieilli. C'est-à-dire que Dune, il arrive à la fin de l'âge d'or l'âge d'or de la SF américaine. Donc en gros, Asimov, Sinmack, Von Vogt. Donc c'est très scientifique. Dans Dune, la science, même si elle est présente, elle est très en retrait. Il n'y a pas de robots. Et ce qui est hyper intéressant dans l'écriture de Herbert, c'est comment il décrit la société Fremen. Il va parler de tous les aspects de la société Fremen. Donc ça, on n'avait jamais vu ça. Et en plus, il y a beaucoup d'appendices, il y a beaucoup de comme Tolkien. Donc il y a vraiment eu un travail sur ce livre un peu miraculeux, parce que c'est dingue quand on se dit qu'on voit le parcours de Frank Herbert, de dire que ce mec a réussi à faire ça. C'était pas du tout écrit, quoi. Donc c'est un livre qui a toujours marqué plusieurs générations de lecteurs grâce aux adaptations. Dans les années 90, c'était le jeu vidéo de Cryo et de Westwood qui a marqué les jeunes joueurs. Dans les années 2000, c'était plutôt aux États-Unis avec la série TV, la mini-série qui a amené après Battlestar Galactica. Et là, du coup, ce qui va être intéressant, c'est de voir si le film de Denis Villeneuve va permettre ou pas de faire redécouvrir ça. Mais non, Dune, par contre, ça a toujours été un succès littéraire, ça a toujours été un film maudit au cinéma. Quand il y a eu la pandémie, je me suis dit que quand même c'était pas mal. Dans le truc, Ouais. ça, En sérieusement. termes quoi. de Dune, malédiction, Ah ouais. ouais, Dune sort l'année de la pandémie, c'est quand même bon. Donc pour toi, voilà. ce Dune-là, tu as cité évidemment, tu as fini par Matrix 99. Pour toi, Ouais. c'est Dune de Villeneuve, c'est une œuvre majeure de science-fiction Ce sera des années. Je pense qu'on n'a pas encore le recul nécessaire pour faire. Mad Max Fury Road, c'est facile de le dire parce qu'il y a 6 ans qui sont Oui. passés, donc Bien sûr. ça a tellement Oui. imprégné les gens, et même en termes de mise en On scène a et pu compagnie. digérer et du coup assimiler. Ah, ouais, ouais. bien Voilà. sûr. Et puis même le rôle de N'est-ce même. pas C'est Tout à ça. fait. Même D'accord. le Ouais. rôle de ce qui est intéressant dans le Fury Road, c'est que Furiosa, c'est elle la vraie héroïne, c'est plus C'est Mad vrai, Max. Donc c'est plus Ouais. on voit qu'il y a un basculement. Il y a un basculement. Ça, c'est On voit intéressant. pas Génus. Mais du coup, pour répondre à ta question, on va voir d'ici les 5 prochaines années, on va voir le deuxième film. Je suis totalement d'accord avec ce que tu disais. Il faut attendre le deuxième film pour voir ou pas la oui. chose. Où est-ce que ça Et va surtout, en fait, Dune, pourquoi c'est culte? Parce qu'il y a un basculement avec Paul Atreides. Ah bah, Parce que voilà, c'est ça attends. le vrai truc. Et personne, enfin en tout cas, il n'y a jamais eu dans les films ce basculement de Paul Atreides Ouais. en messie religieux, tyrannique peut-être, où ces soldats vont purger la galaxie et faire des milliards de morts, quoi. Donc est-ce qu'on verra ça? Est-ce qu'Hollywood montrera Vador. ça? On verra. Dark Vador. Mais Vador. on sait que Monsieur V. George Lucas, il y a 16 occurrences entre Star Wars et Dune, et que Frank Herbert a hésité à attaquer Lucas en justice Ah oui. en voyant Star Wars devant les occurrences. Et en fait, il s'est rendu compte qu'il n'était pas seul, puisque Lucas s'est inspiré de plein d'autres choses. Ok. Et il Elle a refusé noyé de un le peu le faire. truc. Ouais, George Lucas, c'est intéressant, c'est le patchwork de beaucoup de choses. Et Dune aussi est un patchwork de beaucoup de choses. Dune, c'est les références, c'est Shakespeare, c'est Laurence d'Arabie, c'est la Grèce antique, la Rome antique. Donc c'est la pop culture de Frank Herbert qui est digérée et qui fait Dune.
Oui, les Atrides et les Atréides, il y a une lettre de différence. Ah, bien sûr. Quasiment. Enfin, Et puis quand on regarde le destin de la famille, bah voilà, c'est Ouais, la malédiction. une Donc tragédie. il y a ça. un petit mot sur. Non, Pardon. j'allais dire, c'est une des qualités du film. Ils en parlent un petit peu dans le dossier de presse, mais je trouve qu'ils ont réussi à. Villeneuve a réussi à avoir le parfait équilibre entre la SF, la fantaisie, la tragédie grecque, Exactement. le Moyen-Âge. C'est une espèce de truc improbable un peu. C'est Où, vrai. C'est vrai. et c'est un pari casse-gueule quand même. C'est pour ça que la relation entre les. Pardon, je t'ai coupé. Non, c'est tout. C'est C'est pour ça que malgré les effets visuels, ce qui m'a pour le coup vraiment marqué, c'est la relation entre les personnages et vraiment l'histoire, à quel point tu es touché et que tu es happé par ce qui se passe, pas forcément quand ça a pété. Ce qui se passe entre eux, c'est très fort. Et comme tu dis, c'est tout le côté tragédie qu'il y a J'ai derrière. juste une petite déception pour le baron qui est vraiment immonde dans le film de Lynch, qui là, Moi, il me fait c'est peur. une autre- Moi, il me fait peur. Hein. c'est une autre vision du baron, il est psychotique, mais il me fait pas flipper. Oui. Ah, moi, il me quoi. fait peur. Non, il me fait Mais pas il- flipper. C'est Il m'a hanté, moi. Sur le baron, il y a une scène, et ce qui est intéressant, on voit que, par exemple, à un moment donné, on voit le baron qui sort et qui se touche la tête. Ouais. Ça fait écho Apocalypse Now, on voit là écho à Brando. Bon, Il y a non, ce moment où le baron mange comme un empereur romain devant le corps de son Ouais. cousin, qui fait penser à Che Guevara, limite, et qui Ouais. fait penser même à une statue grecque, qui est donc emmurée à Ouais. cause du poison. Ouais. Il y a plein de choses comme ça, on se dit, tiens, Villeneuve, en fait, il touche sur l'inconscient et l'imaginaire collectif. Exactement. Ouais. Et on se dit, pareil, là, le moment où on voit les Sardocars, on voit très peu, avec cette espèce de chant, Mhm. chant guerrier, Ah ouais. et Ouais. on voit très peu de choses. Mais en fait, en 3-4 plans, on comprend les enjeux et ça fait quoi? Des choses dans notre imaginaire et notre Bah, inconscient. L'égorgement des prisonniers, là, L'égorgement, avant de ouais. leur mettre du sang. On peut penser que c'est ce plus plan, il est dingue. du côté des Harkonnen qui a ce genre de, Oui. de méfaits. Et finalement, non, c'est un empereur presque aztèque ou inca qui pratique le sacrifice. Enfin, C'est ça, ouais, les Sardocars, l'armée de l'empereur, ouais, Ouais. tout à fait. Et puis même ce moment où il y a les palmiers qui brûlent et Raban qui coupe les têtes Ouais. des soldats Atreides, ça fait Mhm. penser à l'État islamique. Enfin, il y a plein de choses comme Oui. ça où en fait il y a des échos où on se dit ah ouais, il a vraiment réussi à bien digérer pas mal de choses. Et quand on voit que Dune sort au moment où Kaboul tombe, on se dit ah ouais quand même, il y a vraiment des liens avec l'actualité. Ce qui fait que je pense que le film sort au bon moment, sachant qu'il y avait quand même quelques enjeux qui étaient d'avoir des personnages noirs et arabes dans le film. Enfin, en tout cas, Dune parle de ça. Les Fremen, c'est tous des noirs et des arabes. Donc, c'est intéressant. Le film sort aussi à un moment donné où la diversité est plus mise en avant. Dune n'était pas forcément féministe à son époque, mais avait des beaux rôles de personnages féminins qui vraiment changeaient d'Asimov et compagnie. Et Denis Villeneuve a décidé de notamment prendre une femme noire pour jouer le planétologue Liad Kynes. Donc il y a une envie, comme Denis Ouais. Villeneuve c'est un féministe, donc il y a une envie aussi de beaucoup plus sangler sur les femmes. Le personnage de Jessica dans le film, dans le bouquin de Villeneuve, de Herbert, il n'y a pas du tout d'émotion. C'est une femme qui est froide, qui est guerrière, qui est très forte, c'est une espèce de Jedi. Hein. Les Bene Gesserit, c'est des Jedi. Dans le film de Villeneuve, on voit qu'il y a de l'émotion. Et ça, c'est hyper intéressant, ces Elle est changements limite comme ça. plus humaine, voire un peu plus Ouais. faite Ouais. que dans l'œuvre de Lynch. par exemple. Parce qu'on est dans une époque où on peut accepter de voir même une femme aussi forte que Dame Jessica être inquiète, Ouais. pleurer, être énervée. Et ça, je me dis que le film sort aussi au bon moment, à une époque où on peut voir ça. C'est vrai que c'est un personnage bizarre parce qu'elle s'inquiète pour son fils, puis elle se retrouve défiée le- par un mec, elle le le latte laisse faire. en 2-2. ouais, ouais. Puis là, tu te dis, la scène elle est bizarre parce que tu te dis, Paul il va intervenir en mode je me mets à la place de sa mère. Il se met en retrait, en mode c'est bon, je sais que maman elle va gérer. Ouais. Ouais. moi, tout à fait. moi je vais récupérer un pistolet, tout va bien, maman elle gère, il l'a pris de haut quoi. Ouais, mais c'est bien. amené. Petit point casting, on a parlé de tous ces acteurs et toutes ces actrices. qui Gravière. sont, Gravière et Marielle. Javier Bardem, etc. Javier, incroyable. Euh, c'est un casting, on va dire 5 étoiles, hein, clairement. Aujourd'hui, il y a quand même des destins funestes dans ce film. Vous pensez que le 2 aura d'autres acteurs et actrices du même niveau ou est-ce que... Oh, il manque 3 acteurs, enfin 3 personnages qu'on n'a pas vus dans le film, Feyd Rautha, Irulan et l'empereur Padishah. Ouais. Exactement. Donc moi j'ai hâte de voir quel casting, qui Denis Villeneuve va caster pour ces 3 Mm. personnages qui sont très très importants. Alain Delon. Bah, Incroyable. le baron. j'ai surtout hâte de voir qui va être Feyd, l'antagonisme, le rival de Paul. Bon, le casting du Dune, c'est un casting avec des acteurs qui ont joué dans toutes les superproductions depuis ces 10 à 15, 20 dernières années. C'est un casting où finalement, on attend les acteurs, quoi. C'est-à-dire que les acteurs, il y a juste un nom, on se dit, ah oui, on connaît forcément. Peut-être le choix un peu innovant était de parier sur Zendaya et Chalamet, qui, eux, incarnent quelque chose pour une génération, les millennials, mais qui n'ont pas joué dans des énormes franchises, à part Zendaya sur Spider-Man, mais sinon qui ne sont pas encore référencés à une franchise en Ouais. particulier. Le message qui est porté par le film, cette application, cette politisation des choses, Zendaya elle le porte en elle-même juste à travers Euphoria ou ce genre de choses. Bien sûr. Et dans ce qu'elle fait dans la vraie vie. Tout on va à fait. dire. Là où c'est intéressant, c'est que quelqu'un qui s'est beaucoup inspiré de Dune, c'est George R. Martin sur Game of Thrones. Il y a beaucoup de références. Le destin de Daenerys, le basculement de Daenerys, c'est limite le basculement de Palatreid, quoi.
Donc il y a beaucoup de choses dans Game of Thrones, la guerre des maisons, Ouais. les assassins, donc le dieu multiface, donc les Arya, le dieu multiface, c'est les danseurs visages, les tueurs danseurs visages qu'on verra dans le Messie de Dune. Donc c'est George R. R. Martin, moi je pense, qui est le plus proche finalement de Frank Herbert. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai que quand on voit Dune, en termes narratifs, c'est quand même très entre guillemets cliché. C'est le chemin du héros, Et c'est Joseph Campbell, c'est Voilà. le monomythe, les monomythes. l'archétype. Et c'est limite vieillot d'ailleurs, parce qu'après Game of Thrones, on est habitué, nous, enfin on veut des retournements, on veut plus de choses. Mais comme tu disais, il y a des personnages qui survivent pas dans Dune. Il y a des héros qui survivent pas. Et ça, c'était innovant à l'époque. Le duc Leto, Leto. donc, qui est joué par Oscar Isaac, j'ai envie de dire, mais quel charisme Ouais. Oscar Ouais. Isaac avec sa barbe, son Ça, costume, Oscar, etc. Ça Il est fait chier incroyable. qu'il meurt aussi, Ouais. qui reste pas aussi longtemps. Enfin voilà, il suffit de. Il y a une posture. Ah non, mais Ouais. c'est incroyable. Ouais. Ça, c'est un des meilleurs rôles parce qu'en fait, on voit pas assez le duc Leto, qui est un personnage vraiment tragique. Leto, ça veut dire mort en grec. Ouais. C'est un personnage hautement tragique, qui est noble, qui est aimé par ses hommes. Dans Dune, finalement, pour régner et pour réussir dans Dune, il faut être un tueur ou un tyran, ou- Ouais. comme les Harkonnen, quoi. Et Leto incarne cette noblesse. Et ce qui est génial avec Oscar Isaac, c'est qu'on le voit très peu à l'écran, et à quel point il incarne ce Et il personnage. a un charisme de fou dans le film. Ouais. C'est fou. Et c'est là où on voit vraiment que c'est un excellent acteur, parce que finalement, on n'a pas besoin de le voir tant que ça pour quand même que le duc Leto imprègne Voir que lui. ce Oui. film. Il y, a Ouais. il y a deux scènes qui résument bien. La scène où il engueule son chef de la Ouais. sécurité lorsque le mec veut démissionner, il dit non, mais on va se priver de tes talents. J'en ai rien à foutre de ton orgueil. Va me trouver qui a essayé de tuer mon fils. Il l'engueule presque. Et tu te dis attends, première fois qu'il lève la voix, première fois qu'il Ouais. lève la voix contre un de ses sujets. Et la scène d'après où il vient, donc il doit siéger au conseil, il tape dans le dos de son fils pour montrer son inquiétude. Et puis direct, hop, il se reprend. Je suis le duc, je dois donner les directives. Qu'est-ce qu'on fait de l'épice, quoi. Moi, il y a une autre scène que j'ai trouvée qui est assez subtile, mais c'est le moment où il signe le contrat avec le héros de l'empereur. Oui. Et en fait, il fait c'est fait, et l'autre c'est fait fait. c'est fait. En fait, Ouais. tu sais qu'il vient de signer sa mort. Ah oui, il le Ouais. sait. En fait, tu vois, il te voit dans ses yeux, il dit Ouais. en fait, en gros, je viens de me condamner en Ouais. faisant le truc. Et il y a une espèce de grandeur de. J'ai trouvé ça assez puissant. Moi. Question juste rapidement pour tout le monde. Votre avis sur Zendaya? Alors, Alors, moi, moi, c'est ma seule petite réserve. Toi, déjà, Pas sur Zendaya, Tu m'as parlé de l'accent new-yorkais. mais non, mais J'ai c'est entendu qu'en ça dès fait, le début. je trouve qu'il a un peu raté les Fremen. Alors pas comment dire D'accord, ok. physiquement dans Ah. les costumes, mais en fait c'est que normalement c'est un peuple qui est opprimé et qui vit seul dans le désert, Ouais. et en fait ils parlent tous différemment. Parle au disant. Ok, ouais. C'est-à-dire qu'il y en a un qui a l'accent espagnol, elle a l'accent new-yorkais, tu sens qu'elle sort de Foria, Après, et il y a un truc qui va pas dans le dialecte. Pour moi, je me suis dit, là c'est des acteurs qu'on a réunis 4 jours pour dire tiens, Ouais. faites semblant. C'est intéressant parce qu'il y a 5 langues parlées dans Ouais. le film. Tu as du chinois, tu as Ouais. la langue des signes, de l'arabe, Ouais. de l'anglais, ouais. et tu dois avoir une dernière langue encore. J'espère que les Fremen qui seront au centre de. Et elle sera au centre Ouais, du du deuxième deuxième. film, seront beaucoup plus. Elle dit j'ai tourné que 4 jours et tu sens qu'elle est pas Bah, tout à fait dedans, quoi. Bah, tu la vois en Et flash. c'est pas sa faute, hein. Pour l'instant, Non, Zendaya, pour moi, il n'y a pas d'avis à avoir dessus. Pour moi, c'est le personnage de la deuxième partie, je pense. Bah oui. Ouais, ouais, Bah, tout à fait. complètement. Ça, Là, le- on l'introduit c'est ça. juste, elle est là. Mm. Il n'a pas rêvé, elle existe vraiment. Oh, tu vois le futur, Paul. Et voilà. Donc, non, mais c'est vrai. C'est juste, elle est là. Elle est introduite, on sait qu'elle est là et hâte de la voir dans la partie 2 maintenant. Très rapidement, parce que l'heure tourne, niveau musique, on en parlait tout à l'heure. Ouais. Oui, bon, on en parlait Pas tout tout à le l'heure. thème, hein, il est Moi, bien. j'ai beaucoup aimé le fait qu'on ait des Dis thèmes pas, mais- qui soient là dès le départ et que c'est que à partir du moment où on arrive sur Arrakis qu'on a les voix en plus Ouais. qui sont Et rajoutées. des voix féminines. Des voix Ouais. féminines Ouais, bien sûr. enfin, voilà, qui vont rajouter à ce mysticisme et cette violence, cette attente, etc. Au contraire, moi j'ai vraiment aimé cette partition de Zimmer. C'est plus agressif que ce qu'il fait d'habitude. C'est juste ça. Ouais. Il a réussi. Alors, Et c'est bien qu'il se plutôt renouvelle aussi. Hein C'est bien qu'il se renouvelle. J'ai Ah ouais. une renouvelle finalement. Oui, Ouais, parce bah, que oui, c'est Il vrai. commence un peu à s'ennuyer quand même. Il non commence léger sur Zimmer. Léger. Ouais, Non, mais je suis un peu d'accord. quand même. Non, mais parce que- il cachetonne, Hein enfin, Hans Zimmer, il Oui. cachetonne. Là, on sent qu'il a Bien sûr. bossé, quoi. Oui. Ouais. En fait. Mais c'est juste Non, que. sans Zimmer. Bah, Zimmer, c'est J'aimais. la famille. Non, bien sûr, c'est juste que j'ai été moins touché par le thème, c'est tout. Un mot sur les suites éventuelles, alors sans essayer de trop spoil la suite de ce qui va arriver. Je vois qu'il y a eu des plaintes par rapport à Paul, mais bon, on a eu des flashs forward dans le film, donc c'est juste que vous avez dû dormir, parce qu'on le voit, le Oui, destin oui. de Paul dans le film. Ah oui. Mais sinon, les suites, le diptyque, on a dit oui, d'accord, Peut-être triptyque. Hein. mais après, il y a 5 Peut-être livres, trois je parties, crois. Donc, Je pense que ce serait même mieux en 3 fait, parties. Il y a 6 livres, il y a 2 cycles, donc les enfants, enfin Dune, le Messie, les enfants. Et après, il y a un gap qui se passe 1000-2000 ans après, et donc l'Empereur Dieu, les hérétiques et la Maison des Mers. Je pense que s'ils font un triptyque, donc la deuxième partie sera la fin de Dune du premier roman, Mm. et s'ils font un triptyque, ce sera le Messie de Dune. Et d'ailleurs, comme tu l'as très bien dit, il y a un flash forward, on voit une séquence du Messie de Dune, cette séquence où Paul regarde de loin
les Fremen en train de se battre sur Caladan. Ouais. Ça, c'est clairement le Messie de Dune. C'est Et ça. d'ailleurs, c'est ce qui fait penser, on voit le basculement de Paul en un autre type de personnage. Paul, de toute façon, c'est un personnage qui, au fur et à mesure du roman, va perdre son émotion. À cause de la pression, c'est à cause des visions, c'est quelqu'un qui va devenir insensible. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit dans le Messie, on voit que lui, en fait, est balayé par toutes ces visions, et c'est autour de lui que va se créer un régime autocratique et un messianisme religieux. Est-ce qu'on pense que Denis Villeneuve ira jusqu'au bout? Est-ce qu'à un moment, la réalisation va être passée à quelqu'un d'autre, d'après vous? Bon, je pense que Oh. vu la... Non, il franchement, va- c'est Je parle pas du 2, mais Non, mais un ça- après. Dune, c'est une vision. En plus, vous l'avez répété tous, je pense à Megan, à Lloyd et Johan, que Denis Villeneuve était fan du bouquin, ça s'est ressenti, pas pour qu'il passe le bébé à quelqu'un d'autre. Là, c'est sa vision, il défend sa vision, c'est son ressenti aussi qu'il a, son appréciation de l'œuvre. Tant qu'il aura la main, enfin, je pense que lui, tant qu'il a les moyens de garder la main sur le film, il le fera. Après, si on lui demande de gentiment la passer, c'est autre chose, mais il n'y a pas de raison que lui, en cours de route, lâche l'affaire. Oh, il fera un deuxième Ce film. serait dommage. Hein. C'est sûr, il fera un deuxième film. On verra si le troisième sera possible. Moi, Il faut voir si le deuxième a une fin ouverte voilà. ou pas. Quoi. Je mise vraiment sur le deuxième film. Faire adapter le Messie de Dune, il y a un gap de 8 ans entre Dune et le Messie de Dune. Et d'ailleurs, le Messie de Dune, c'est un huis clos. Tout se passe dans le palais. Donc, cinématographiquement, c'est quand même pas si glamour que ça. Après, à voir s'il ira jusqu'au bout. Peut-être qu'il peut faire une belle synthèse entre la fin de Dune et du Messie, quoi. Le bilan de ce débrief, c'est de se dire qu'il faut aller voir Dune, a priori, pour se faire au moins un avis. Vous avez différentes façons de rentrer dans cette œuvre, notamment Tout sur Dune, écrit par Lloyd Cherry, que vous avez juste là. Avec vous. Voilà, donc. Enfin, il est là, et on est là-dedans aussi. Le livre est là, Ouais, pareil. et voilà, on l'a mélangé. Le Dune, donc l'événement SF, l'événement cinématographique de cette rentrée. Un mot pour la fin, Lloyd, peut-être? Lisez le roman de Frank Herbert, surtout. C'est vrai que, désolé pour les spoils et pour ceux qui sont un peu frustrés, moi je vous recommande vraiment de lire Dune, c'est fait pour ça, et vous allez être pris dans un magnifique roman. Et aller jusqu'au Messie de Dune, comme ça vous allez pouvoir vous-même spoiler aux autres. Il est bon. Et surtout, ça fait peur parce que moi, pendant 40 ans, j'ai reculé et en fait, c'est hyper facile d'accès en fait. Mais À part oui. 2-3 mots un c'est peu pas- bizarres, sinon ouais. c'est hyper accessible. Je parlais de Tolstoy, Donc, je pense que c'est plus accessible. Ah, mais Tolstoy, Guerre et Paix, c'est fou. Hein. Moi, Ouais. voilà. Bon, on va pas en parler maintenant, Ouais. mais On a moi besoin d'un j'adore, pro, je suis fan. Le temps, effectivement. Merci beaucoup, en tout cas. Lloyd, c'est quoi ton actu sur les semaines qui viennent, les jours qui viennent? Alors, moi j'ai été une actu très Dune. J'ai fait un festival Dune avec Allociné, c'était incroyable. C'était le week-end dernier, c'était fou. Là, je fais un Dune Tour où je vais dédicacer le livre dans des librairies et où je vais présenter le film dans des cinémas. Ok. Donc on peut suivre le Dune Tour sur c'est plus que lesf.com sur mon podcast. Et là, je réfléchis à faire un deuxième ouvrage, pas sur Dune, peut-être sur un autre classique de la science-fiction, 1982-2022. Je l'ai dit tout à l'heure, peut-être Blade Runner. Voilà, on est en train de réfléchir à. Alors là, C'est soit Blade Runner, soit Asimov Fondation. Je ferai un bouquin sur les Marvel. Et voilà. Alors, moi j'aimerais beaucoup faire Marvel d'ici. Le problème, c'est que c'est pas un problème, c'est que sur Dune, la Warner n'a jamais rien checké. La seule demande de la Warner était de ne pas mettre des images du Lynch et du Villeneuve ensemble. Ok. Mais ils ont eu le livre un mois après sa sortie. Je ne pense pas que ce soit possible, pour avoir déjà travaillé un peu avec Disney, qu'on ait autant Oui. de liberté Ils sont plus soupolés. sur Marvel et sur Star Wars. Mais sur le principe, moi, il n'y a aucun problème. Feignant, Lloyd. hein. Et voilà. Non, moi j'aimerais bien faire Star Trek, le truc un peu délirant ou un peu taré. Allez, une quoi, porte de mais- sortie. Mais dans le prochain, ce serait peut-être soit Blade Runner, soit Asimov Fondation, deux grands classiques. Blade Runner, pourquoi pas, parce que retrouver Villeneuve, ce serait super. Il y a ça aussi. Retrouver la Warner, ce serait super. Bah ouais. Donc, voilà, ça s'est bien passé, donc Runner. pourquoi pas refaire un truc ensemble. Merci beaucoup, Lloyd. C'était un plaisir de t'avoir avec Merci à vous. Merci. Masterclass, hein. Monsieur Chéri. c'est passionnant, merci. Ouais, franchement. On va enchaîner. Mais le jour où tu as un nouveau bouquin, n'hésite pas à passer. Hein, Oui. Ce sera avec plaisir. En attendant, nous, on va enchaîner avec le journal des sorties. Ça sort. Merci beaucoup. Le journal des sorties, évidemment, je rappelle rapidement le principe. Megan nous a sélectionné 5 sorties majeures de la semaine. Et nous allons Et tout va bien. Et du coup, nous allons chacun nous donner un petit tour d'horizon de est-ce qu'on a envie de le voir ou pas. Mégane, Il est sorti de Méga. c'est pour toi. Alors, dans les incontournables cette semaine, un film donc en salle
Oui, Je tu me te décales, je tu me décale t'éloignes pour de moi. équilibrer ce plateau. Voilà, plateau Alors du équilibré. coup, hop, premier film qui sort en salle, c'est Stillwater de Ah. Tom McCarthy avec Matt Damon, Camille Cotin et Abigail Breslin. Donc c'est un film qui a été présenté hors compétition à Cannes, qui a aussi été présenté au Festival de Deauville. Et donc, en fait, on suit Matt Damon dans la peau d'un fourreur de pétrole qui va débarquer à Marseille. Il sort du fin fond de l'Oklahoma et en fait, il va soutenir sa fille qui a été accusée d'un crime qu'elle clame n'avoir pas commis. Et donc, il se retrouve un peu un Amerloc à Marseille. Il parle pas un mot français et c'est un peu la merde pour lui. You speak like an American, I am one. Voilà. La fameuse. Et en fait, il va se faire aider par une jeune femme qu'il rencontre comme ça, donc Camille Cotin, qui a une fille. Et il va donc tout faire pour aider sa propre fille à lui. Et c'est grâce à Camille Cotin et un peu cette fille de substitution qu'il va pouvoir aider sa propre fille à lui. Voilà, donc Stillwater. Stillwater. Avec une scène au set Vélodrome. Johan, est-ce qu'on a envie de voir Oui. Stillwater? Oh putain, on a envie, oui. Ah putain. Oh là là. C'est Marseille, bébé. L'accent n'engage que toi. Patrick Bosso, retirez ça. Oh la vache. Je pensais que ce Oh la serait vache. Genius. Cette imitation Oui, ouais. n'engage que toi. Mégane, est-ce qu'on a envie de le voir de ton côté? Ouais, je suis curieuse. J'ai pas eu l'occasion de le voir à Cannes, donc je suis curieuse. Je pense que ça doit être un... C'est pas toi qui l'as dit. Non, c'est pas moi, c'est Max. Ah, Ouais. ok, c'est ok. Ouais, non, un bon film d'action, je pense, un peu grand spectacle et tout. Puis moi, j'ai envie de voir Camille Cotin. Oh la merde. Je trouve qu'elle a une ascension fulgurante aux États, sur le marché Ouais, américain, c'est donc ça aussi, ouais. Incroyable. j'ai très hâte de voir ça. Nanix. Oui, parce que Matt Damon, oui, parce que Marseille, oui, parce que le scénar me plaît bien. J'ai vu la bande-annonce, je m'étais dit ça, j'irai au ciné. j'achète. Ça, J'ai le Janus. droit de dire ce que Max en pense? Il a le droit ou pas? Très bien. Très bien. Vous Ah, allez, donc, oui, oui. ouais, ouais, il m'avait dit que c'était vendu comme un Taken, comme ça, alors que pas du tout. Ah non, et, non. Voilà. Et moi, ça me fait penser à Cowboy avec François Damien. Plutôt ça sur le côté recherche sa fille. Donc, Mais sinon, toi, tu. Oui. pas du Et- tout. Non, du coup, j'ai envie d'y aller. Bien sûr. D'accord. On ira tous ensemble, plus que personne l'a vu. Voilà. Personnellement, j'ai envie de le voir aussi. Effectivement, j'aime bien ces brassages de visages et ne pas avoir forcément tout le temps des acteurs américains avec Oui. des actrices américaines et des acteurs français avec des actrices françaises, etc., etc. Donc j'aime bien ce brassage et si en plus ça peut raconter des choses un petit peu sympas et actuelles, why Voilà. not? Ouais. Mégane, deuxième Par la sélection. suite, on en parlait tout à l'heure, c'est la grande série SF de cette fin d'année, c'est Foundation, donc l'adaptation du cycle de fondation d'Isaac Asimov qui sortira le 24 septembre, donc ce vendredi sur Apple TV+. On a vu déjà les premières images, ça a l'air assez incroyable quand même, visuellement ça a l'air Ça a l'air fou. Ça a l'air fou. Ça a vraiment l'air fou. Et en fait, donc le cycle de fondation, on est dans un empire galactique et en fait, comment dire, on a un effondrement. Il y a une prédiction d'un effondrement, qui est suivi de 30 000 ans de ténèbres. Et en fait, ce serait l'avènement d'un second empire galactique qui prendrait la relève du premier. Donc voilà, c'est vraiment de la SF pure. Et Lee Pace, j'adore cet acteur. Mais non, les images sont assez incroyables. J'ai très très hâte de me lancer dans Fondation. Donc c'est un Je oui. je n'ai pas encore eu l'occasion. J'ai les épisodes, C'est donc j'ai très hâte de les voir. t'as très hâte de les voir. C'est un oui du côté de Mégane. Johan. Oh putain, oui. Ok, donc en fait c'est vraiment ton accent. C'est pas Marseille, là. C'est pas Marseille, hein. Ok. C'est pas Non, non, Marseille, là. vraiment, alors, en fait, Asimov, c'est un peu comme Dune, c'est un truc qui m'a toujours fait peur quand je jouais les romans de SF. Je dis, je dois le lire, mais là, j'ai peur. C'est bien, Jim. Et ben oui, mais oui. Et ça, je robot, pense que c'est vraiment bien. ça va me faire une porte d'entrée vers Asimov et vers ce Oh. cycle qu'il faut absolument que je lise. Donc très curieux. C'est un épisode par semaine, Apple. Hein, c'est Oui. ça. C'est bien en plus, ça. Oui, ça évite de tout, surtout quand c'est un peu complexe. Voilà, là, Ça laisse le temps ça de va être digérer, des séries à digérer, exactement. Là, c'est le genre de série à digérer. Nanix. Oui, parce que j'ai découvert la SF grâce à Asimov, parce que ça me plaît, j'aime bien le pitch. Par contre, j'ai pas Apple TV. Oui. C'est bête. C'est relou, ça. Ça commence à être difficile, hein, je suis d'accord avec toi. Mais oui. Moi, je suis vraiment dans l'interrogatif, dans le bon sens. Ça me donne vraiment envie, très curieux, mais je n'ai T'as pas Apple TV. Très Voilà. bien, voilà. Ah, c'est Peut-être qu'on a dommage. des codes, moyennant finance. On va Oh discuter. merde, qu'est-ce que je vais dire? Oh, vous déconnez. Bon, on va s'arranger. Et, dommage. moi, de mon côté, pareil, je suis hyper chaud. Quand j'ai vu la Mais- bande-annonce, j'ai halluciné. Mais Non, Mais- alors oui, j'ai pas Apple TV. Non, mais c'est au-delà de ça. Quel dommage. Le pitch, moi je l'ai pas lu pour le coup non plus. J'étais rebuté par l'aspect scientifique Ouais. et mathématique de la chose quand j'étais ado et que je m'y étais un peu essayé. Mais de ce que je sais, de ce qu'on m'avait raconté de l'histoire, c'est comment est-ce que la société va s'effondrer, t'as pas le choix. Mm. Comment on va anticiper ça de manière à ce que ce soit
le mieux possible, le moins pire. Mm. Et comment on arrive à convaincre les gens qui ont le pouvoir de ça. Et ça, si c'est pas hyper actuel, putain, il y a un moment. Voilà. Donc oui, C'est j'ai clair. forcément envie de le voir. En plus, c'est du space-up intelligent et grandiose. Pareil, voilà. Alors, on a Dune Ah, c'est un mois de septembre fou. Ah ouais. et Foundation. Ouais, complètement. L'un au cinéma, l'autre en série télé. Donc, les deux en plus, avec tout ce que ça raconte aujourd'hui de l'industrie. C'est incroyable d'avoir ça Ce qui est drôle, c'est le traitement. sur coup. Un film, Ouais, une c'est série. ça. Ouais, C'est ça, c'est ça. Ça. Là où Dune aurait peut-être mérité d'être une série. Il va y avoir une série Dune qui est en production sur les Bene la Gesserit. sororité des Sur Apple Bene TV, Gesserit. c'est ça hein Troisième, HBO. Ah, très bien. Max. troisième sélection, Mégane. Troisième sélection, c'est une autre série extrêmement attendue qui sort aussi ce vendredi. C'est sur Netflix. C'est la nouvelle série de Mike Flanagan. Je pense que vous aviez peut-être aimé The Haunting of Hill House et The Haunting of Bly Manor. Tout à fait. Donc c'est Sermon de minuit ou pas les démons de minuit. Hein. Ouais, c'est fait pour. Voilà, c'est Midnight tu regardes, Mass. du coup. Oh, mais oui, non, mais j'anticipe parce Je que regarde. voilà. Mais ça sur moi. Ah, mec, on te connaît. Donc Sermon de minuit ou Midnight Mass en anglais. Et en fait, là, on est vraiment sur tout ce qui est mysticisme, horrifique, etc. Tout ce que j'adore. Et en fait, on suit une communauté qui fait face à des événements assez miraculeux et à de sombres présages après l'arrivée d'un très mystérieux prêtre. J'aime ce genre de. Moi Voilà, aussi, j'adore ça. sordide et tout. J'aime bien. Est-ce qu'on est intéressé, est-ce qu'on a envie de voir les sermons de Alors minuit j'arrête avec l'accent. Juste Et, pour- et non, mais ça devient. Parce que là, il y a oui, là, oui aussi. Donc quand est-ce qu'on voit tout ça? Je sais pas. Mais là, oui, très intéressé aussi. J'avoue que sur la sélection de Mais oui. cette semaine, il va y avoir beaucoup de oui. Hein, mais ok, donc on a un oui du côté de Johan. Mégane. Ah oui, Ah bah oui. Ah bah oui. Est-ce que j'ai pas envie peut-être d'être rabat même joie que j'ai déjà vu. Est-ce Ah là là. que j'ai pas envie d'être rabat joie et de dire que ouais, bof, non, c'est oui. C'est oui aussi. Ouais, Du côté curieux. d'Alix. Curieux, curieux. Ouais, moi j'adore ce genre d'histoire, bien sûr. Je suis friand. Oui. Un prêtre. Voilà. Friand. Friand. Bah ça va me faire plaisir Denis aussi. Friand. Mégane, Ouais. la suite, c'est quoi La suite, c'est demain sur Disney+, Star Wars Vision. Ah oui, il y a ça aussi. Ah ouais. Eh oui, il y a Star ça Wars aussi. Vision, Mégane. Qu'est-ce que c'est Star Wars Vision? Eh ben, c'est une série anthologique qui voit plusieurs studios d'animation japonais qui vont en fait revisiter Star Wars. Donc c'est pas canon. Hein, déjà, je pense qu'il vaut mieux le préciser. Et en fait, c'est des courts-métrages ultra originaux et inédits qui revisitent vraiment l'esprit de Star Wars. Voilà. Donc ça fait pas du tout partie de l'univers canon de Star Wars. Ça n'a aucun impact sur la trilogie, sur les films et toute la continuité de Star Wars. Donc c'est vraiment des histoires très originales, d'inspiration japonaise. Donc c'est Death and Robot, Love, Death and Robots. Ouais, Plutôt l'animatrix. Ou animation. ouais. Ça va plutôt chercher du Mais côté. d'accord, mais avec des grands studios de l'animation japonaise. Exactement. Et de ce qu'on a vu de la bande-annonce, ça permet de voir des choses incroyables sur l'univers de Star Wars, Oui. dans le maniement des sabres, de la force, etc. etc. Chose qu'on n'a Absolument. pas forcément eu récemment. Et donc, du coup, Yoann, est-ce qu'on a envie de le voir Du coup, évidemment que oui, et surtout qu'un de nos collègues, Clément Cusso, que vous connaissez, a vu les premiers Ouais. et nous a dit notamment le premier épisode qu'on aperçoit dans la bande-annonce en noir et blanc est Et, hallucinant. sublime. Ça a l'air beau. Hein. Ouais. Ouais. Mégane. Ah bah oui. Ah ben oui. Alix. Avant, c'était les Américains qui voulaient faire du manga. Maintenant, les mangas essaient de récupérer un peu tout ce qui vient de la BD de l'univers américain. On l'a vu avec notamment les Marvel qui ont eu leur période asiatique et tout. Moi, c'est l'animation. Le principe me va. J'aime beaucoup le concept. Après, sur l'animation, j'ai un peu peur d'être déçu ou d'être trop exigeant. Mais en soi, compliqué de dire non quand t'aimes Star Wars. Donc oui, Alix. Genius. Vénus. Mais on est la même personne. Genius. On est la même personne. Très. C'est le chat. Bien sûr, bien sûr. C'est le chat, je suis désolé. Ouais, désolé. Ouais, ouais, c'est un ami, c'est ça, ouais. Ça va. Très motivé, surtout par celui en noir et blanc. Pas forcément tous, je pense, Ouais. mais surtout en noir et blanc. Ouais. Ok, très Ouais. bien. Bah, moi, vous le savez, hein, forcément, je suis motivé. C'est de l'animation japonaise plus du Star Wars. Ouais, je suis c'est- un petit peu chez moi. C'est chez toi. ça. Question du chat, justement, c'est pour ça que j'ai bugué, excusez-moi. C'est tout le release d'un coup ou c'est un par semaine? C'est du 1 par semaine. C'est du 1 par semaine. Ouais, c'est Disney+, ils font du 1 par semaine maintenant. Ils sont pas du tout sur le même modèle que Netflix, ils sont sur un modèle un épisode par C'est semaine. bien, un c'est peu bien, plus ça. classique. On aime ça. Mais on D'accord. aime ça, on aime. Pour soutenir On le aime. train de la hype. Dernière sélection. Dernière sélection, c'est sur Netflix, du coup, ça sort vendredi et ça s'appelle Braqueur, la série. Et c'est Ah. adapté, c'est Julien Leclerc, donc Oui, qui avait il a- déjà fait L'Assaut et La Terre et le Sang, qui adapte son film Braqueur de 2016 et qui en fait une série de 6 épisodes avec toujours Sami Bouajila en tête d'affiche avec une nouvelle histoire de braqueur, hein, forcément, ultra nerveux, film d'action ultra survitaminé, voilà, avec une nouvelle histoire. Il joue le même personnage Oui, oui, oui. Ou oui, oui. c'est Non, un non, c'est le même remake? perso. Non, c'est le même C'est le même personnage, perso, mais, ouais, Ok. Johan. J'ai envie de dire oui aussi, parce que le casting, notamment Bouajila, Sophia Le Safre,
qu'on aperçoit, je crois. Et c'est Samuel Jouy, acteur que j'adore. Je trouve qu'il n'a pas la carrière qu'il mérite. Et qui a l'air de, je sais plus s'il joue le méchant ou un mec de la bande. Et non, ça a l'air. Julien Leclerc fait pas des films très intelligents, c'est un peu con même des fois, mais c'est efficace. Donc curieux. Et c'est bien fait. Mégane. Et toi? C'est ton. Ou alors Si j'ai le temps. Si t'as le temps. Donc Ouais. t'as envie de le voir, mais il y a d'autres prios. Ouais, j'ai d'autres prios. Nanix. Ouais, allez, curieux, pareil. C'est un oui. Oui, curieux. C'est un oui. C'est un oui. Attends, oui. Envie de le voir. Et donc Nanix. Nanix, bien sûr. Bien sûr, ça se regarde. Puis j'aime beaucoup Samy Bougie. Donc, ouais, je suis. C'est une très belle émission. C'est toi. Ah oui, Bah oui, du coup, je prends il est le bon, il est bon, il est Attends. Moi, je sais que mon temps n'est malheureusement pas extensible et donc je vais rejoindre Mégane sur le Oh. oui, mais après le reste. On verra. Ah, bah, ça Voilà. on verra. On parle Voilà. dessus. Et puis je peux pas dire oui à tout non plus. Bah non, voir c'est pas Shang-Chi. possible. Euh, Oui, faut que j'aille voir Shang-Chi, c'est vrai. Sinon, en bref, Mégane. En bref, sinon, au cinéma, demain, tout s'est bien passé. Le nouveau film de François Ozon, qui est adapté du roman du même nom d'Emmanuel Bernheim, qui narre sa propre histoire. En fait, elle s'est battue avec sa sœur pour aider son père à mourir dans la dignité. Donc, c'est vraiment un film sociétal sur la fin de vie médicalement assistée, avec un super casting, Sophie Marceau, Géraldine Pellas et André Dussolier. Voilà, c'est un film bouleversant qui est en compétition à Cannes, qui sort demain. Sinon, on a un film d'animation français de Patrick Imbert qui s'appelle Le Sommet des Dieux, qui sort aussi demain, qui est adapté d'un manga que Yoann adore. Exactement. Sublime. Et donc un film sublime, voilà, qui suit un reporter, excusez-moi, Rapporteur. japonais, avec un compas, Une équerre. japonais Fukamashi, qui va reconnaître un alpiniste qui était disparu. Donc voilà, c'est une ascension en montagne, sublime film d'animation que Yoann recommande et qui sort demain. Sinon, autre recommandation de Yoann aussi, c'est un documentaire de Flore Vasseur qui a été produit par Marion Cotillard. Mais non, mais tu l'avais beaucoup aimé, ce documentaire. J'espérais que tu en parles. Oui, Donc, parce très bien. qu'il avait été présenté aussi au Festival de Cannes, qui s'appelle donc Bigger Than Us, donc film documentaire qui en fait regroupe des combats engagés de 7 jeunes à travers 7 pays, donc qui se battent contre la pollution, contre le réchauffement climatique, donc Oui, plein de sujets sociétaux, plein de sujets et surtout de sociétaux voir et surtout d'écologie. des jeunes réparer le monde de merde qu'on leur a laissé. C'est hyper inspirant. Et puis en tant qu'adulte, ça te met face à ça te tend un miroir où tu fais ah ouais, pas top. Ouais, pas top. Regarde ta merde. Hyper bien. Ouais. Non, mais c'est un super film. c'est un Ouais. super film. Ça a l'air. Sinon, sur Netflix, vendredi, il y a Lily et l'oiseau. Donc, c'est un film plutôt mignon avec Melissa McCarthy, Chris O'Dowd et un acteur que j'aime beaucoup, Timothy Olyphant. Donc là, on est sur une femme qui est un peu en dépression et qui va retrouver espoir, qui va retrouver un peu goût à la vie grâce à un petit oiseau. Un petit Un petit oiseau. Oui, c'est mignon. De merde. Bah, On critique mon accent, mais C'est pas ce qui s'est passé. Pas le profil de vos accents, vous inquiétez pas. Incroyable. Oiseau. Sinon, sur Disney+, demain, une série assez intéressante qui s'appelle Y, le dernier homme. Ah oui. C'est basé sur une bande dessinée du même nom. Et en fait, là, on est en plein dans l'actu. Une mystérieuse épidémie, qui va décimer toute la population mâle de la Terre. Donc, il ne reste que des femmes. Ça Sauf regardé, hein. Non. sauf un homme, sauf un jeune homme qui s'appelle Yorick Brown et son petit singe Esperluette. Et donc ils vont être pourchassés par des groupuscules de femmes aux intérêts un peu divers, voilà, parce qu'il y a des guerres de gangs et tout féminins. Et ils vont partir sur les routes un peu dévastées à la Walking Dead dans les États-Unis. Et ils vont être protégés par une mystérieuse personne. Donc, Intéressant, voilà. ça. l'agent 355. L'agent 355. Je me sers pas mal, ça. Et enfin, Et enfin, en achat digital, demain, Snake Eyes. Donc Ah oui. sur les Pas de Sinoff. G.I. Joe Origins. c'est le spin-off. Ouais, c'est le spin-off. Le Sur spin-off, Snake sur- Eyes. ok. Voilà. Si, une sortie ciné. Non, ils l'ont Non. Voilà, c'est sympa. Non, c'est une ancienne affiche, j'ai Voilà. pas trouvé la Non, nouvelle. non, mais Excusez-moi. c'est pas ça, c'est quoi je me Ils l'ont annulé au dernier moment le 18 août. Ouais. Terrible pour la licence G.I. Joe. Johan, si tu dois en garder qu'un sur ce. Alors, j'ai adoré le sommet des dieux, mais pour l'engagement qu'il faut avoir dans ce monde qui va pas bien, je dirais Bigger Than Us. Vous voyez, Bigger Than et Us. surtout montrez-le à vos enfants. C'est vraiment très bien. Bigger Than Us. Donc, Ouais. donc pour toi, Nanix, si tu devais en garder qu'un, Ah, Snake Eyes, non, je rigole, Y. tu serais sur Y. C'est Ouais. hyper dur, je suis sûr en anglais. Why Why the Last Man. Ouais, c'est ça. Ouais. Y, non, ça marche. Y. The Last Man. Bigger Than Us aussi, parce que Bigger Than on a Us. des enfants et puis c'est comme tu dis, c'est important le message. C'est important. Et toi, de ton côté, si tu devais en garder qu'un, J'ai envie de pousser Tout s'est bien passé quand même. Tout s'est Ah, bien parce que passé. le film traite d'un sujet extrêmement important et il le traite de manière légère et avec beaucoup d'humour et beaucoup d'humanité. Donc, et rien que pour la performance du Solier. ça vaut le détour. Mm. Joli. C'était le journal des sorties, on l'a fait en entier cette fois. Oui. Bien entendu. Et on va quand même avoir le temps de faire le quiz. Oh. 10 questions qui arrivent tout de suite. Jingle.
Non, N'importe les quoi. anagrammes, eux, on n'aura pas le Ah, temps. Ouais, je suis désolé. Vengeance. Juste le temps que je récupère les questions que j'ai pas préparées parce que je Ah oui, suis le buzzer. un gros naze. Buzzer. En attendant, je peux vous dire d'aller voir Bigger Than Us avec cette formidable gamine qu'on voit sur l'affiche qui s'appelle Melati Vizgen et qui, depuis l'âge de 12 ans, déplastique l'Indonésie. Une grosse leçon de vie. Ah oui. En fait, elle a commencé par Motivation déplastiquer sa plage, son village, sa région, son pays. Ça calme. À 12 ans, Très ça bien. calme bien. Oui, c'est pas mal. Le quiz, c'est Oui. 10 questions rapides. Il nous reste 5 minutes pour ça. Attention, première question, un point par bonne réponse. Il n'y a pas de thème, il y a quoi là? Non. Si, Oui. si. Ah bon. La réponse contient toujours 3 fois la lettre F. Ok. Bon, ça remercier David sur notre chef. Toujours Euh, plus. David, donc, il nous dit question Wolverine pour commencer. Comment s'appelle le remake du tout premier film de la licence Freddy sorti en 2010 et réalisé? Freddy et les griffes de la nuit. C'est une bonne Il y a, réponse. oui, il y a 3 F. Il y a 3 F. Il y a 3 F. Dis les griffes. De la nuit. Oui. Faut pas que j'écoute ton truc. Ouais, faut pas écouter je l'ai- je le l'ai- d'avant. mais oui. Faut pas. Wolverine, Ouais. les griffes, tout ça. Faut pas. Attention, Pas question les indices. féline. Question quoi? Féline. Non, faut pas écouter ça. Quelle actrice américaine a interprété le personnage de Catwoman? Michel Pfeiffer. Michel Pfeiffer. Voilà, bonne c'était réponse. libéré Michel Je Pfeiffer. la... J'écoute plus ce qu'il dit. Je sais. Question canard. Quel film japonais de Hirokazu Koreeda a Une affaire de famille. Ah Ouais. oui. Mais oui, il est bon. Il est bon. Et- J'aurais dû mettre Steve Lehman, j'aurais dû mettre comme ça. Tiens, il est bon. Question bagnole. Ah ouais. Quel titre de film de la saga? Fast and Furious Tokyo Drift. C'est oui. C'est scandaleux. Il a chaté. Rainman, quoi. Attention, question Non, mais bilingue. gentiment. Question bilingue. Quel est le nom original du film La folle journée de Ferris Bueller? Ah oui. Ferris Bueller Days Off. Oh, Bonne réponse de Johan. Je prendrai pas Je vais péter un un point câble. cette fois-ci. Je vais péter un J'ai raté câble. Fast and Question Furious. cloche. Quel film français de Christian Carillon, sorti en 2009, rassemble Émir Kusturica et Guillaume Canet dans un Moscou des années 80 en pleine guerre froide? Ah, L'affaire putain, Farewell. L'affaire L'affaire Farewell, Farewell, bonne c'est vrai, réponse. putain. J'étais sur Stalingrad, mais pas du tout. C'est le mec. Il n'y a pas de F. Non, rien à voir, rien à voir. Et on va assez vite, on va peut-être pouvoir faire... Attention. Ah. Question séduction. Quel réalisateur français a écrit le livre communément appelé le Hitchbook ou encore le cinéma selon Alfred Hitchcock? Réalisateur français? Quel réalisateur français a écrit le livre communément appelé le Hitchbook ou encore le François Truffaut. François Truffaut? Ah ouais. Ah, mais oui. Excusez-moi. Mais oui, Truffaut. Pardon. Excusez-moi. Truffaut. Question berlinoise. Quel film de Billy Wilder sorti en France? Certains l'aiment chaud? C'est une mauvaise réponse. Mais non, il n'y a pas de F. Non, mais- Mais non, il n'y a pas de F. Il n'y a pas de F. Non, pour moi, il n'y a pas de F. Calme-toi. Certains l'aiment faux. Faire ça, le faux, ouais. Ah, si tu me l'avais fait comme ça, par contre, je te le valide. Oh là là. Quel film de Billy Wilder, sorti en France sous le nom La Scandaleuse de Berlin, se passant dans l'Allemagne d'après-guerre, mettant cette oui. Marlène Dietrich en chanteuse de cabaret Oui. présumée ancienne Ah ouais, nazie, bah oui. nommée Ah oui. Erika von Schlüterhoff. Ah oui, oui. Bah, je vois le je parle film, pas j'ai le pas le nom. nom. Ouais, bon. Bordel. Mais oui, bordel. Je vois le film. Pas. Non, Personne non, Trop non. pas. A Foreign Affair. Foreign Affair. Ah. Putain, oui. Foreign Affair. Avant-dernière Oh, putain, Ah, cool. déjà. Prends un point. question insoumise. Quel député français a remporté en 2017 François Fillon, pas du tout. Putain, je craque total. Je craque total. putain. François Ruffin. François Ruffin. Mais t'as pas passé, toi. Bah, c'est remporté répondez aussi, vous. Ouais, parce que je En 2017, le César du Sérieux, meilleur quoi. documentaire pour son film. Merci patron. François. C'est bien de laisser le temps de Ruffin. poser les questions quand même. Pardon. Ouais, merci, je suis d'accord avec Vegan. Même si elle a un point et moi zéro. C'est gênant. Question honteuse. Honteuse. En 2016, quel film de Sam Taylor Johnson a été accueilli en triomphe au Razzie Award, remportant le prix du pire film, pire acteur? Ah non. 50 Shades Ah. Oui, Freed. Mais c'est 50 Shades of Grey. Grey. Off. T'as pas le bon. Ah oui, il y a le off. Eh oui. Non, parce que Freed, c'est le troisième et il y a Eh un oui. F, tu vois. vrai. Mais il a Bon, pas- c'est bon, c'est 50 Shades, tu peux l'accorder quand même. Je te le valide. En 2016, quel film de Sam Taylor Johnson a été accueilli Nous en embrouille. triomphe au Razzie Award, remportant le prix du pire film, pire acteur, pire actrice, pire scénario et pire couple à l'écran? Et c'est mérité. Donc, Oui, c'est mérité, oui. une pression, le point est accordé. Non, j'avais déjà dit que Ok, ça va. Oui, bah c'est bon, j'ai 50 Shades, c'est bon. hein. Calmons-nous, Manquait le calmons-nous. off Grey, mais oui, c'était Ouais. 50 Shades Calmons-nous. of Grey. C'est la fin, hélas, de cette émission. On va juste se mettre
un anagramme pour voir à quoi ça ressemble. Et Ah, Mégane, elle est vraiment aussi forte que ça. Non, je suis là, rouillée. Attention, ça se passe devant votre écran de retour. On va juste en Ah. mettre un. Quel film se cache derrière Les 400 coups. les 400 Oh, j'ai battu Mégane au l'anagramme. Qu'est-ce qui se passe? Même pas eu le temps de regarder, tu sais. Qu'est-ce qui se Alors, passe? on vous les garde pour une prochaine émission. En Fais-en un attendant, deuxième. Fais-en un deuxième. Non, non, c'est bon. attention, deuxième Ah non, non. deuxième anagramme. Et ce sera le dernier. On voit rien. Bah, Bertrand Giraneuf. Hmm. 5. Ah, je peux vous donner un indice. Un indice, donc oui, dans ce film, Brad Pitt meurt. Ah oui, attends. Eh oui. Attends, ben oui, non, si. 3, non. 2, C'est Un, le truc des réponse. c'est le truc des Cohen, Burn After Reading. Ah ouais. tout à fait. Ah, c'est pas un after After Ouais, Reading. c'est Oh, je vois le cas. Ok. Merci beaucoup Ah, bravo. à toutes Bravo. et tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup à toutes et tous de nous avoir aidés à faire cette émission. On se retrouve évidemment mardi prochain pour de nouvelles aventures. En attendant, tout de suite, c'est le before et le récap. Merci beaucoup tout le monde. Merci. À bientôt. Ciao, ciao. Salut mon pote.